permettra aux intervenants de se rapprocher. Chers amis, prenez place, n'hésitez pas. Nous étions à la recherche de nos intervenants, mais ils ne vont pas tarder à nous rejoindre. Et François-René m'indique que nous commencerons par une petite vidéo sur un sujet que peu d'entre vous connaissez, peu d'entre vous pratiquez, mais qu'il est important d'évoquer aujourd'hui et de partager avec l'ensemble de la salle. Il s'agit d'une vidéo sur la thématique du Covid. Cette période d'incertitude a d'abord montré la déconfiture de toute une série de théories qui étaient à la mode il y a encore 3 ou 4 ans. L'absolutisme de la tarification à l'activité, qui a amené d'ailleurs l'État à devoir renflouer sur les 2 dernières années les hôpitaux. Le management à flux tendu, le lean management, qui a abouti à des insuffisances dans les curares, les respirateurs et les masques. Le virage ambulatoire, qui a supprimé des lits, amenant à devoir créer des unités Covid, voire même des unités accordéon. Et enfin, les dogmes de ratio de personnel, comme défendit les Copermo, qui ont abouti à ce que l'on connaît en matière de carence. Mais à côté de cette déconfiture, il y a eu de nombreux aspects de créativité, des éléments nouveaux. La multiplication des contacts via les groupes WhatsApp, toute une série de données scientifiques que l'on peut trouver facilement maintenant sur PubMed en allant sur PubMed Covid. L'explosion de la télémédecine, rappelons-nous les difficultés à faire démarrer cette technique. La multiplication des webinaires de formation qui ont permis d'améliorer les connaissances. Des recherches labellisées, tels les labels Priorité nationale de recherche donnés par CAPNET. Et enfin, des stratégies de soins qui ont pu aller de l'utilisation de l'oxyflow, de la cortisone, à la sectorisation des EHPAD pour ne pas majorer les infections. Mais à côté de ces éléments de créativité, il y a des dimensions sociologiques qui apparaissent et qui, à mon avis, seront des éléments clés des années à venir. Tout d'abord, les difficultés à maintenir les gens dans leur métier. On parle beaucoup de l'attractivité, on parle moins du fait de les garder à leur poste. Des interrogations plus vives sur la gestion. Et on sait maintenant que de nombreux professionnels soignants, au travers de la gouvernance conjointe, essaient de prendre pied dans la gestion hospitalière. Des formations accélérées en matière de simulation qui ont permis à des soignants ou de dermatologie ou de diabétologie d'aller dans des unités Covid. Mais le point que je pense être le plus important est celui d'une nouvelle gouvernance en matière de ressources humaines, faite de considération, faite de respect des roulements, faite de soutien des cadres pour ne pas faire revenir des week-ends entiers 5-6 fois d'affilée des personnels épuisés. Ces éléments de ressources humaines et de gouvernance seront sans doute les points les plus décisifs des années à venir. Eh bien, nous allons pouvoir maintenant démarrer cette séquence intitulée « Soigner en pilotant l'incertitude ». À vous, ma chère Sylvia. Merci Frédéric. Monsieur le Président, cher François-René, Mesdames, Messieurs, les présidents de CME, les vice-présidents de CME, les doyens, les directeurs généraux de CHU, Marie-Noëlle Gérin-Brezard, cher Patrice Diot. Cette session, Laurent Schmitt a déjà commencé, mais va nous replonger dans la mission première de nos CHU, notre mission première de soins. Et dans cette journée dédiée au défi de l'incertitude, nous pouvons avoir une certitude, c'est l'attractivité de nos CHU pour les patients, Covid et non Covid. Ce matin, le professeur Didier Houssin nous a donné une très belle définition, je trouve,
Des CHU au service des étudiants et des patients, et des CHU qui sont une alliance clé sous-tendue par l'enseignement, la recherche et l'innovation au service des soins. Et de conclure que les CHU sont un formidable rassemblement. C'est un hommage à nous tous ici. Donc, avant de retrouver les pilotes de nos CHU au cours de la deuxième partie de cette session, un philosophe des sciences, je ne sais pas où il est, en visioconférence. Donc, ce philosophe des sciences, mais qui est un scientifique aussi, et un scientifique, le voilà, qui est un scientifique aussi, puisque physicien avant d'être philosophe, et il connaît aussi, comme le président Gilles Bloch, la physique quantique, déjà évoquée par lui. Aussi ce regard, la physique quantique mène à tout, à la philosophie et à l'INSERM, donc c'est rassurant. Il va nous donner ce regard en approfondissant ce qu'a évoqué ce matin Pierre Mathiot, l'expertise scientifique et le politique. Merci Thomas Boyer-Cassem, je vous laisse la parole. Merci. Merci, bonjour. Donc le titre a un petit peu changé pour être plus explicite. Il s'agit d'améliorer l'impartialité de l'expertise scientifique. Et c'est un travail mené en collaboration avec Sébastien Duchesne, qui est économiste à Montpellier, et Julie Jebeil, philosophe aussi à Berne, en Suisse. Alors le contexte que nous considérons, la situation, c'est un comité d'experts scientifiques qui est là pour conseiller des décideurs dans un contexte d'incertitude. Alors typiquement, ça peut être le Conseil scientifique Covid-19, l'Agence européenne des médicaments, une intervention médiatique d'un médecin qui va alimenter le débat public. On va se poser deux questions. La première, c'est quel rôle devraient avoir ces experts dans la décision finale et quelles améliorations peut-on apporter au fonctionnement de ces comités. Nous défendrons deux thèses. La première, c'est que le rôle des experts devrait être un rôle empreint d'impartialité, et j'expliquerai évidemment ce qu'on entend par là. Et la deuxième, alors on a mis un acronyme PEPSI parce qu'on n'a pas trouvé mieux, publicité, explicitation, pluralité, scénarisation, diversité sont des améliorations ou des points de vigilance à garder en tête. Alors je commence... il s'agit de suggestions d'amélioration ou de points de vigilance. Il ne s'agit pas pour nous de donner des leçons aux experts scientifiques, si parmi vous il y en a. Nous imaginons bien que c'est un travail extrêmement difficile, mais nous avons un regard extérieur de par des disciplines de sciences humaines qui nous semblent pouvoir être profitables. Je vais commencer avec deux exemples. Le premier, c'est en mars 2020. Une éternité d'une certaine façon. L'épidémie de Covid-19 arrive, elle s'aggrave. La question se pose, faut-il maintenir le premier tour des élections municipales ? Le conseil scientifique répond, en gros, c'est pas plus risqué que de faire ses courses, ce qui équivaut à peu près à un oui, et le gouvernement décide de maintenir les élections à partir de cet avis. Deuxième exemple, quelques mois plus tard, en mai, faut-il rouvrir les écoles ? La question est posée à ce même conseil scientifique. La réponse qu'il fournit est non, pas avant septembre. Et le président, vous vous souvenez, décide de rouvrir les écoles contre cet avis en avançant des raisons sociales. Alors, ces deux exemples illustrent ce qu'on appelle la division des tâches en démocratie. On a d'un côté les experts qui donnent les meilleures recommandations d'un point de vue scientifique, et ensuite le gouvernement qui prend une décision, lui, et cette décision est de nature politique. Il est libre de suivre ou de ne pas suivre les recommandations de ces experts. Et c'est tout à fait acté, accepté par les parties prenantes. Par exemple, dans le règlement intérieur du Conseil scientifique du Covid, il est marqué que ce conseil rend des avis simples qui ne lient pas le gouvernement. Et on l'entend à de nombreuses reprises. Voilà la division des tâches. Alors on a, avec cette division des tâches, on a un idéal d'impartialité, nous semble-t-il, qui est partagé par de nombreuses personnes, qu'on peut formuler comme suit. Les scientifiques, les experts, les médecins ne doivent pas laisser leurs valeurs politiques, économiques, sociales, culturelles ou éthiques, on appellera les valeurs politiques ici, influer silencieusement sur leur expertise. Alors il y a deux points clés ici, c'est leurs valeurs et influer silencieusement. Par exemple, si un épidémiologue fait des simulations et voit qu'en fermant les magasins ou en fermant les universités, on obtient la même réduction de circulation du virus, il ne faudrait pas que l'épidémiologue recommande simplement de fermer les magasins parce que lui préfère que les universités restent ouvertes.
Alors pourquoi est-ce qu'il faut cette impartialité? Pour 3 raisons, principalement. La première, c'est la question d'objectivité. Sinon, les recommandations des experts vont refléter surtout leurs valeurs personnelles, subjectives. La deuxième raison, c'est une raison de démocratie. Sinon, les experts seront en quelque sorte des citoyens privilégiés pour faire passer leurs opinions politiques. Et c'est pas ce qu'on souhaite. La troisième, c'est une question de confiance avec le public. Sinon, comment est-ce que les citoyens qui ont d'autres valeurs que celles des experts pourraient avoir confiance en l'expertise? Et on a envie que la population ait confiance dans l'expertise scientifique qui est fournie. Alors, on parle ici d'impartialité en tant qu'expert. On peut être, par ailleurs, en tant que citoyen engagé d'une façon ou d'une autre. Mais ici, c'est dans le travail d'expertise qu'on demande cette impartialité. Et pourtant, il semble y avoir un rôle inévitable pour des valeurs non scientifiques. Prenons la question, quelles mesures pourraient contenir l'épidémie de Covid? C'est une question qu'on s'est tous posée. Une mesure va toujours présenter des avantages et des inconvénients sur des plans différents. Par exemple, fermer les écoles, vous allez réduire la circulation du virus parmi une certaine population, mais vous allez aussi réduire l'apprentissage, les interactions sociales des enfants, puis vous allez empêcher les parents de travailler. Donc, on va avoir des avantages et des inconvénients. Or, la science ne dit pas comment arbitrer entre ces avantages et ces inconvénients. On a besoin de critères de valeur, on peut les appeler comme on veut, non scientifiques, pour arbitrer. Et donc, in fine, si un expert recommande une mesure plutôt qu'une autre, eh bien forcément, il y a eu un usage à un moment ou à un autre, même de façon cachée, de valeurs non scientifiques. Autre exemple, un peu plus technique en statistique, est-ce qu'un expert devrait plutôt affirmer par erreur qu'un médicament est dangereux ou affirmer par erreur qu'il est sûr? Faux positif, faux négatif, ça revient au choix d'une p-value en statistique. Eh bien là encore, on n'a pas d'argument purement scientifique. Il est impossible de répondre avec seulement des critères scientifiques. On peut avoir des traditions dans un domaine ou un autre, à 0,01, 0,05, mais enfin, on a besoin de juger si c'est important, si c'est grave de se tromper dans un sens plutôt que dans un autre. Et donc ici, avec ces deux genres d'exemples, on voit que des valeurs non scientifiques, on va dire politiques au sens large, sont nécessaires. Et on a là une littérature en philosophie des sciences qui parle de ces sujets. Alors on pourrait avoir une objection du coup, parce que si des valeurs non scientifiques sont nécessaires, est-ce qu'il ne faudrait pas abandonner l'idéal d'impartialité dont on parlait juste avant? Eh bien non, pas forcément, parce que l'impartialité, vous vous souvenez, ça demande que les experts n'utilisent pas leurs valeurs et qu'ils ne les utilisent pas silencieusement. On peut contourner ces deux points, ils peuvent utiliser d'autres valeurs que les leurs, et de façon publique. Et c'est ce qu'on va proposer ici. Alors pour vous situer simplement, dans le débat de la philosophie contemporaine, on a d'un côté l'idéal des sciences libres de valeurs versus une sorte de gestion des valeurs. Nous, on propose une voie médiane, on reconnaît que des valeurs non scientifiques sont nécessaires, mais on essaie de les gérer de la meilleure façon possible. Et en pratique, on voit une violation de l'impartialité. Par exemple, dans un des premiers avis du Conseil scientifique Covid-19, on lit « Il est dès lors apparu indispensable au Conseil scientifique de prendre en compte comme objectif collectif principal et immédiat la réduction maximale de l'afflux prévisible de cas graves en réanimation. » En gros, on ne veut pas saturer la réanimation, et vous voyez que c'est le Conseil scientifique qui, au fil d'un raisonnement, nous dit qu'il faut prendre cet objectif. Donc c'est lui-même qui se fixe l'objectif. C'est lui qui choisit ce qui est important. Il aurait pu prendre d'autres choses, on en reparlera après. Voilà, c'est lui qui fixe l'objectif. Il aurait pu limiter le nombre de morts totales, non Covid, prendre en compte les maladies chroniques, prendre en compte la santé psy. À ce moment-là, il dit, on ne va pas prendre ça comme objectif, la santé psy, on s'en fiche, on considère l'ARIA. Je ne dis pas que c'était forcément mauvais, je dis simplement c'est le conseil scientifique qui choisit l'objectif. Et donc, exemple 2, à l'Agence européenne des médicaments FDA aux États-Unis, sont les scientifiques qui arbitrent entre les effets secondaires des médicaments et qui évaluent eux-mêmes si le rapport bénéfice-risque est acceptable. Dans ces deux cas, on a une violation de l'impartialité de l'expertise scientifique. Ce sont les scientifiques qui choisissent ce qui vaut, ce qui est important. Alors comment est-ce qu'on peut améliorer, rendre l'expertise scientifique plus impartiale? Eh bien, on a 5 propositions qu'on vous soumet. Publicité des valeurs, explicitation des valeurs, pluralité des recommandations, scénarisation et diversité du comité. On va les voir tour à tour. Je prends des exemples dans le Covid, mais pas seulement, et il ne s'agit pas, je le redis, de faire la leçon, par exemple au comité scientifique Covid, sont aussi des points de vigilance pour d'autres comités d'experts
à différents niveaux, national ou local. Publicité des valeurs. L'institution qui commande l'expertise scientifique, par exemple le gouvernement, devrait fournir publiquement les valeurs nécessaires à l'expertise. Et si ce n'est pas le cas, les experts devraient lui demander à cette institution. Par exemple, c'est le gouvernement qui doit indiquer ce qui compte. Est-ce que ce qui compte, c'est le nombre de morts total, le nombre de morts Covid? Est-ce que la santé psy en EHPAD, on y pense ou pas? L'économie, quel est le poids à lui donner, etc. Et donc, le gouvernement ne devrait pas simplement demander au comité scientifique quelle solution vous nous proposez pour mettre fin à la pandémie. Beaucoup trop ouvert comme question. On a besoin de savoir ce qui compte. Autre exemple, à l'Agence européenne des médicaments, on devrait pouvoir dire au comité d'experts, un médicament ne devrait pas être autorisé si le nombre de séquelles graves dépasse NK sur 1 million. Évidemment, ces valeurs peuvent être choisies démocratiquement, vote des députés, assemblée citoyenne, comme la Convention climat par exemple. On peut imaginer ce genre de choses. À défaut, si on n'a pas cette publicité des valeurs, on devrait avoir au moins une explicitation des valeurs utilisées. Si les experts scientifiques choisissent et utilisent des valeurs dans leur travail, ils devraient les rendre explicites. Parce que les citoyens ont le droit de savoir ce qui oriente l'expertise, s'il y a quelque chose qui l'oriente. Il ne s'agit pas, attention, de connaître le dernier vote à la présidentielle de chacun des experts. On leur demande les valeurs dans leur travail précis dont il est question. Et ça pourrait devenir aussi automatique qu'une déclaration de conflit d'intérêts. C'est pas forcément très lourd. Par exemple, l'objectif retenu, ici, c'est la limitation du nombre de morts Covid. Les morts non Covid ne sont pas pris en compte, etc. Ou alors, pour un médicament, 3 invalidités graves sont comptées comme 1 mort, pour avoir une échelle de comparaison. Et ça devrait, nous semble-t-il, initier un débat dans la société sur ce qui compte, et ça serait mis sur la place publique et débattu. Troisième proposition que nous faisons, la pluralité des recommandations. Pour un même objectif, ou on peut dire un même ensemble de valeurs, les experts devraient proposer plusieurs recommandations équivalentes dès lors que c'est possible. Par exemple, ou bien fermer les écoles et les magasins, ou bien fermer les bars et les restaurants. L'avantage, c'est que ça ouvre le choix de façon transparente, le choix politique, et puis aussi, ça renvoie le choix aux politiques, qui doivent assumer, qui ne sont plus à même de se défausser facilement sur les scientifiques. Une possibilité qui a été proposée par l'économiste Camille Landais, c'est d'attribuer des points aux diverses mesures. Par exemple, fermer les écoles, ça vous rapporte 3 points, les restaurants 2 points, et vous laissez les politiques composer leur panier en leur disant en ce moment, il faut atteindre 20 points, donc faites comme vous voulez. Autre proposition, peut-être la plus importante, la scénarisation. Là, on considère plusieurs objectifs distincts. Et pour chaque objectif, les experts proposent une ou des recommandations. Exemple, le comité Covid pourrait fournir des recommandations 1 pour faire baisser R0, 2 pour diminuer le nombre total de morts, Covid, non-Covid, avec les maladies chroniques, etc., et pour s'occuper de la santé psy. Et on pourrait imaginer d'autres scénarios. Les objectifs pourraient être donnés ou bien par l'institution, ce serait le gouvernement qui dirait considérer ces différents scénarios, ou alors c'est le comité qui se les donne. Le gouvernement nous a dit de faire baisser R0, mais nous, on veut aussi regarder ce qui se passerait, ce qu'il faudrait faire si on s'intéressait au nombre total de morts. C'est déjà quelque chose qui est pratiqué par le GIEC, par exemple, avec les scénarios socio-économiques. Tout le monde a entendu parler de ce qu'il faut faire pour atteindre 1,5 degré de réchauffement, ou 2 degrés, ou 3 degrés. C'est sur le même état d'esprit. Alors c'est différent parfois des scénarios tels que en parle le comité Covid, qui sont simplement des hypothèses de trajectoire sur ce qui pourrait se passer. Ou bien il va se passer ça, ou bien il va se passer ça, on ne sait pas trop. Les scénarios ici, tel qu'on l'entend, ça doit relier des valeurs, des objectifs et des recommandations. Et on a 2 ensembles différents. L'avantage, c'est que davantage de personnes vont se reconnaître dans l'expertise, même si vous avez des valeurs différentes de ce qu'a demandé le gouvernement, vous pouvez quand même voir les recommandations qui y sont associées. Et ça devrait aussi faciliter le débat démocratique en rendant les choix plus transparents. Enfin, diversité du comité. Le comité d'experts scientifiques devrait refléter une certaine diversité sous 3 aspects. Tout d'abord, la diversité des identités et des valeurs des experts. Par exemple, avoir des médecins d'hôpitaux, des médecins de campagne, des économistes libéraux et hétérodoxes, si vous avez des économistes dans votre comité. Deuxièmement, diversité des spécialités de l'expertise. Inclure des psychiatres. Ça n'a pas été fait au début, mais ça a été fait au bout d'un certain temps dans le comité Covid, ou des associations de patients,
ça n'a pas été fait du tout. Troisième type de diversité, c'est inclure toutes les dimensions qui contribuent à la décision finale. Si l'économie, l'éducation, la culture rentrent un moment dans l'appréciation des avantages et des inconvénients, il faudrait bien qu'on ait des experts de ces domaines-là pour nous dire exactement ce qui se passe. Parce que sinon, vous allez avoir des recommandations purement médicales, et comment est-ce que vous allez les combiner avec d'autres types de recommandations? Voilà, donc pour résumer, on propose 5 suggestions pour rendre l'expertise scientifique plus impartiale: publicité des valeurs, à défaut explicitation, pluralité des recommandations, scénarisation à la GIEC, et diversité. Maintenant, moi, je suis intéressé par savoir ce que vous pensez de tout ça. Et donc, si vous avez un smartphone qui capte, je ne sais pas, avec le Wi-Fi, tinyurl.com/Pepsi, vous pouvez voter sur chacune de ces propositions et sur l'idéal d'impartialité. Ça me permettra d'avoir un retour des décideurs médicaux sur ces questions. Merci beaucoup, Thomas. Applaudissements dans la salle. Je le dis pour vous, vous ne l'entendez peut-être pas. Est-ce qu'il y aurait des questions pour Thomas avant de répondre sur son site? Deux courtes questions à réponse courte. Remettez, qui gère Vous pouvez remettre le site à l'écran, s'il vous plaît, pendant qu'on prend les questions. C'est tinyurl.com/Pepsi. .com/Pepsi. Une question en haut à gauche. Voilà, on l'a, merci. Moi, je me demandais combien les boîtes de nuit rapportaient de points dans votre exemple. Il faut le demander au modélisateur. Bonjour, donc Pierre Chenet, prof à Centrale Lille. Et j'étais très sensible, puisque moi j'ai une approche assez mathématique des notions de décision et d'incertitude. Donc le fait de mettre des points à des options, pourquoi pas, mais je trouve que c'est justement la difficulté dans tout ce qui concerne les enjeux sociétaux, c'est de quantifier des enjeux humains ou sociaux. Bref, pour revenir à la question sur l'impartialité et les principes que vous avez décrits aujourd'hui, moi la question que je me pose, c'est quelles sont les valeurs que vous avez utilisées pour mener votre réflexion, pour arriver à ce que seraient les principes de l'impartialité, et justement basés sur l'explicitation de valeurs pour définir cette notion. Alors ça fait peut-être question emboîtée, poupée russe, mais j'ai eu l'impression qu'il me manquait ça, moi. Quels étaient les grands principes de référence de votre réflexion? D'accord. Merci. Alors, c'était dans une slide au début. Je ne sais pas si on peut... oui, si, je dois pouvoir remettre. J'appuie sur les boutons là en régie, mais ça, si vous pouvez remettre les slides. C'était dans... Merci. Au début, sur les 3 raisons que je donnais pour justifier l'impartialité. Et... on y arrive ici, pardon. Voilà, donc cette impartialité, on l'a définie ainsi. On n'est pas les seuls dans la littérature. Et on donne en gros 3 raisons: objectivité, démocratie, confiance du public. Donc en gros, si vous achetez ces 3 choses-là, que l'expertise devrait être objective, qu'elle devrait prendre place dans une démocratie, on n'est pas en Chine, et qu'on a besoin d'avoir la confiance du public, très importante pour l'implémentation des recommandations, eh bien en gros, nous pensons que les scientifiques, les experts ne devraient pas laisser leurs valeurs politiques influer silencieusement. Merci. Une autre question? Une autre question? Merci beaucoup. On peut remercier et applaudir à nouveau Thomas Boyer-Cassem pour cette présentation. Et c'est un raisonnement intéressant aussi dans la suite de notre séquence. J'ose à peine dire table ronde, puisque nous sommes tous les deux côte à côte, Sylvia. Et je pense que les intervenants suivants sont en visioconférence et faut-il les présenter d'ailleurs? Est-ce bien nécessaire? 2 grands scientifiques bien connus, bien identifiés, qui ont des rôles importants dans la gestion de cette période de crise. On se demande d'ailleurs si c'est toujours une crise au bout de 2 ans ou si c'est simplement la réalité quotidienne.
et qui ont aussi une place particulière à l'interface précisément entre le scientifique, si on veut bien d'ailleurs cette notion-là la considérer comme un peu floue, plus large que simplement l'approche de la science médicale ou voilà, l'approche scientifique et l'approche politique. Le scientifique, le décideur, celui qui doit réfléchir en termes d'objectivité et de neutralité, comme vient de nous le dire Thomas Boyer-Cassem, et celui qui doit décider dans un environnement, une conjoncture, et des éléments qui sont également sociopolitiques, voire même réseaux sociaux, pour faire un raccourci. Donc c'est intéressant de leur demander maintenant de nous donner leur lecture à l'issue de cette première présentation. Et vous êtes à distance, nous vous voyons bien à l'écran, tous les deux. Et donc je vous remercie, Jean-François Delfraissy et Bruno Lina, d'être parmi nous virtuellement et nous vous laissons la parole. Alors je pense que c'est Jean-François Delfraissy qui commence. Oui, puis Bruno prendra le relais et complétera. Bonjour à tous et merci de cette invitation. C'est toujours intéressant de devenir un objet d'étude de la part des sciences humaines et sociales, parce qu'il y a un certain nombre de choses auxquelles on avait pensé, y compris dans l'urgence, mais pas tout. Et bien sûr, je prends pas ça du tout comme des critiques. Je prends ça comme optimiser un modèle. Et en vous disant d'emblée que au point où nous en sommes, et nous sommes dans la crise, plus je vais dans cette crise, plus me semble-t-il, il faut de l'humilité de la part des médecins et des scientifiques. C'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et je remercie l'ensemble des équipes dont vous faites partie tous autour de cette réunion d'aujourd'hui et nos citoyens d'avoir eu une résilience de ce type. Alors, le conseil scientifique, il y a une première question, fallait-il un conseil scientifique ? Bon, c'est une question de fond finalement. Est-ce qu'il fallait un objet nouveau pour répondre à une crise qu'on ne connaissait pas bien encore à l'époque et dont on ne connaissait pas la portée et la durée surtout. On aurait pu imaginer que le conseil scientifique soit constitué par exemple des présidents ou des directeurs des différentes agences, grandes agences sanitaires que nous avons en France. Bon. Ça n'a pas été la volonté du pouvoir politique. Il a voulu créer, comme parfois en France, une question nouvelle, une entité nouvelle. Bon, alors ça a ses limites. J'en avais pleinement conscience, moi, quand on m'a confié cette tâche, que je ne réclamais pas, je vous le dis, et je suis comme tout le monde, je commence à en avoir un petit peu assez aussi, sur la durée. Il m'a semblé qu'il était très important d'emblée qu'on mette un peu tout le monde à bord, et c'est la raison pour laquelle il y a quand même une certaine forme de multidisciplinarité au sein de ce conseil. Il y a quand même, bien sûr, ce n'est peut-être pas une association, c'est la présidente d'ATT Quart-Monde qui est quand même avec nous, donc où les populations les plus fragiles sont représentées. Je vous dirai ensuite comment on voulait autre chose de plus. Et il n'y a pas seulement des réanimateurs, des modélisateurs, des épidémiologistes ou des spécialistes de virus, de virologues. Il y a également deux chercheurs en sciences humaines et sociales, dont une anthropologue et un prof à Sciences Po en sciences politiques de la santé. Donc d'emblée, le conseil scientifique, il a été construit à la fois les propositions que j'avais pu faire et les propositions qui sont issues des autorités sanitaires. Ensuite, je partage un certain nombre de mots-clés qui viennent d'être indiqués autour de l'indépendance, l'autonomie par rapport aux politiques, le fait d'avoir vis-à-vis des citoyens autant de clarté que possible. Ça fait partie de la charte de ce comité de scientifique. J'ai souhaité d'emblée qu'il y ait des écrits, que ces écrits soient publics. Et nous l'avons tous souhaité au sein du conseil scientifique, et c'est ensuite aux autorités sanitaires de rendre nos écrits plus ou moins rapidement.
Je rappelle par exemple que le comité anglais, le comité SAGE, initialement avait souhaité rester anonyme pour se couper du reste et n'avait pas souhaité que ses avis soient publics. Donc il y a eu d'emblée, et voilà, le fait qu'on confie ce comité scientifique au président du comité consultatif national d'éthique, je peux, à la fois, je peux pas me séparer de ce que je suis, c'est la même personnalité. Donc les enjeux autour du citoyen et d'une clarté par rapport aux mécanismes qui conduisent au conseil, aux politiques, évidemment, relèvent un peu du même type. Le deuxième élément, c'est que on est beaucoup dans l'incertitude. Donc, à la fois, je prends avec positif ce que indiquait notre collègue des sciences humaines et sociales de façon à optimiser, à améliorer les choses. Et puis je vous demande à tous de vous retrouver début mars 2020 dans un climat d'incertitude totale sur lequel on arrive, il y a pas les tests, il y a pas les masques, il y a pas de médicaments, on découvre plein de choses sur ce virus, on ne sait pas exactement comment il se transmet. Enfin, c'est un climat. Comment peut-on être finalement un conseil scientifique quand il y a de telles incertitudes scientifiques? Et on le voit bien. Depuis le début, on bascule entre, d'une part, des éléments de santé publique, et santé individuelle ou santé collective, et avec des décisions qui tournent autour de la santé publique, et de l'autre côté, et parce que nous sommes en médecine, on est en France, on est en 2021, avec l'innovation qui arrive, avec tout ce qui est arrivé sur à la fois les vaccins, bien sûr, mais pas que les vaccins, les médicaments maintenant, la capacité de séquençage, la capacité d'avoir de grandes bases de données, d'avoir des recoupements. Et donc, il y a bien cette balance permanente entre des enjeux de santé publique qui sont fondamentaux et qui demeurent et qui sont nécessaires. Et on le voit bien, y compris dans le traitement de cette 5e vague, par rapport à l'innovation, mais l'innovation est aussi au rendez-vous. Et donc, c'est dans ce jeu que se situe le conseil scientifique, dans sa construction, entre guillemets, de conseil. Le troisième point, c'est que sur l'impartialité, c'est un point très fort, bien sûr, j'y suis vraiment sensible. Je pense qu'une partie de l'impartialité, elle se construit quand on a une dynamique de groupe. C'est-à-dire que ce n'est pas l'avis d'un seul, c'est un avis, on rentre dans ce groupe, on a un certain nombre d'avis qui est issu de sa communauté, des virologues, des épidémiologistes, des modélisateurs, des gens de plus de santé publique, etc. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, de la construction écrite, on s'aperçoit qu'on évolue, qu'on apprend des autres, et c'est un exercice un peu d'intelligence collective. Alors, je ne sais pas si on l'a eu, je suis mauvais juge, évidemment, pour vous le dire, c'est à vous de nous le dire, finalement. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que de l'intérieur, à quelques nuances près, on reste un groupe extrêmement uni. Après 19 mois, 265 réunions, gratuites d'ailleurs, on fait ça complètement gratuitement. 265 réunions, une cinquantaine d'avis, une 25 environ notes d'alerte, etc. Et qu'on reste, et on a eu des moments de tension, et c'est normal dans ce type d'évolution, mais on reste extrêmement unis, et je suis même soufflé, comme avec des moments qui reviennent, comme cette 5e vague et le Omicron, comment là j'ai réactivé finalement la vie en revenant des réunions 2 ou 3 fois par semaine, et comment tous les membres du CS finalement sont réactivables, entre guillemets, et donnent beaucoup pour la communauté. Alors juste, et je laisserai la parole ensuite à Bruno, moi pour vous dire que ma vision, elle est, enfin, sur 2 points. D'abord, il y a 2 temps qui n'ont strictement rien à voir, où on confond dans cette crise l'année 2020, où il y a peu de variants finalement, en dehors de Wuhan, qui était une forme de variant, y compris par rapport au variant initial, mais on n'a pas de variant et pas de vaccin et pratiquement pas d'innovation, et on est dans des mesures difficiles autour de gestion de santé publique, tant au niveau individuel que de population, et des mesures de restriction. Et on a 2021, qui est une année totalement différente, mais je pense que les gens n'en ont pas perçu encore suffisamment, où il y a un changement de donne complet
parce qu'on a avec les variants alpha, puis delta et peut-être Omicron, un niveau de transmission qui est considérablement plus élevé que ce qu'on a vécu dans un premier temps. Et où donc, si nous n'avions pas eu les vaccins sur cette année 2021, on se retrouverait dans une situation qui serait encore beaucoup plus difficile que celle que nous avons maintenant. Donc on parle finalement d'une pandémie sans se rendre compte qu'il y a deux temps extrêmement différents, hein, mais qui sont en termes de réponse à ce type de crise et qui se remettent en cause. Et regardez les questions et que je pense sur lesquelles Bruno reviendra autour de la questionnement de qu'est-ce qui va se passer avec Omicron, par exemple, et donc d'anticipation autour de ça. Alors, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, et je partage complètement ce qui a été dit, un conseil scientifique, c'est fait pour éclairer le gouvernement. Ce n'est fait absolument pas pour décider. Ce sont les politiques qui décident. On est une belle démocratie en France. On est tous des citoyens qui sont dans cette démocratie et on y tient. On n'est pas en Chine, en effet. Et donc, il y a bien une séparation. Ce qu'ont raconté les médias sur le pouvoir médical, le pouvoir biomédical, etc., qui existe dans la littérature. J'ai quand même relu beaucoup de choses aussi sur la relation entre science et politique, et je vois bien comment on peut se construire finalement un certain nombre d'idées. Ça nous est jamais venu à l'idée, hein. Moi, je suis un médecin de terrain, qu'il arrive des aventures un peu inattendues, mais je reste vraiment complètement, et le conseil scientifique et l'ensemble de nos collègues, à notre place. On est bien là pour éclairer et non pas pour décider. Le troisième point, et auquel je tiens beaucoup, parce que beaucoup d'entre vous le savent, je suis issu du milieu, je suis un bébé sida finalement, et qui a beaucoup vieilli depuis, mais un bébé sida quand même, et où la construction de la place du patient, la place du citoyen autour d'une maladie s'est construite à partir de là. Et des réflexions de Foucault initiales, puis ensuite des activistes, où on a appris, on ne savait rien non plus à cette période. Donc il y a plusieurs maladies où on ne savait rien au début et où la science a repris le dessus par la suite. Et donc il y a une construction de la pensée sur la place du citoyen en cas de grande pandémie qui est issue de cette réflexion. Et nous avions souhaité, sur l'ensemble du conseil scientifique, dès la fin mars 2020, la constitution d'un comité citoyen indépendant totalement du conseil scientifique, pour qu'on ait une construction de ce qu'on appelle la démocratie en santé, ou je préfère le mot en anglais social participation, qui permet d'avoir cette discussion du triangle entre le citoyen ou l'utilisateur de santé, le sachant qui peut être le médecin, le scientifique, le soignant au sens très large du terme, et le politique qui décide. Finalement, le gouvernement n'a pas souhaité mettre en place un comité citoyen national. Je reste à penser que c'est une erreur et que, par exemple, sur des grands sujets actuels qui vont se poser sur, par exemple, peut-être des enjeux de vaccination obligatoire, voire des enjeux de vaccination chez les enfants, on aurait eu le temps de construire avec un comité citoyen qui aurait pu éclairer, et vous l'avez suggéré, en effet, comme ce qui a été monté, par exemple, dans le climat. Finalement, il s'est monté autre chose. Et parce qu'on ne peut pas dire qu'en France, il ne s'est rien monté, et il s'est monté même plus de choses que dans les autres pays européens, dans les autres grandes démocraties européennes. Il s'est monté des comités mixtes, citoyens et scientifiques, dans un certain nombre de grandes métropoles, donc dans les territoires. Il s'est monté un certain nombre de structures de réflexion, plus en micro, en particulier dans les EHPAD, mais pas que. Et on est en train de faire le bilan de cela, d'ailleurs, hein, de tirer les leçons de comment finalement cette participation citoyenne, qui n'a pas eu une visibilité nationale, mais qui a une visibilité territoriale, s'est mise en place. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Juste pour terminer, en disant que soyons aussi raisonnables, c'est-à-dire que si je regarde finalement le positionnement français sur les aspects sanitaires, économiques, sociétaux, dans différents classements qui sont faits. La France qui a eu un début peut-être un peu difficile, hein. Souvenez-vous, quand on nous opposait par rapport à ce que faisait l'Allemagne à une certaine période, etc. On se retrouve là en novembre, enfin décembre 2021, en général en 4e, 5e position, quand il y a une vision un peu globale de tout ça, faite par des grandes agences américaines qui cumulent l'ensemble. Donc ça veut dire que finalement, cette interaction entre scientifique et politique s'est passé dans un climat, en tout cas, je pense, de reconnaissance mutuelle.
et de respect mutuel. Après, on n'est pas toujours d'accord, hein, c'est clair. Il y a eu des différences, vous en avez cité quelques-unes, mais il y a eu aussi des points parfaitement communs sur la discussion, par exemple, autour du pass sanitaire. C'est bien issu de réflexions qu'on avait eues au sein du Conseil scientifique et on a appuyé la mise en place du pass sanitaire en sachant que tout en poursuivant cette vision citoyenne, il y a des moments où on est amené à prendre des décisions qui vont vers certaines formes de restriction de liberté. Hein. Donc, parce que ça nous paraissait important comme un boost pour l'arrivée de la vaccination. Donc voilà, je dirais quelques premières remarques et je laisse Bruno compléter. Merci, et nous passons tout de suite la parole à Bruno Lina. Oui, merci beaucoup. Donc, merci aussi de m'avoir permis de discuter un petit peu avec vous, même si c'est un petit peu de loin, mais vous savez que c'est raisonnable de montrer un petit peu l'exemple de temps en temps. Et l'exemple, pour en revenir à la question de ce que peut être un conseil scientifique et de la façon dont on peut travailler, vous en avez eu une démonstration parfaite avec ce qu'a pu expliquer Jean-François. Effectivement, quand initialement il m'a appelé pour me demander de participer à ce conseil scientifique, d'abord j'étais très flatté, puis après j'étais terrorisé parce que vous vous rendez bien compte qu'on comprend assez vite la responsabilité que peut avoir ce conseil et on est très vite rassuré par l'intelligence collective qui apparaît dans le groupe. Et ça donne un espèce de climat de confort. Et c'est vrai que quand on est entre nous, on a une réflexion qui est apaisée, elle peut être parfois challengée, on n'est parfois pas d'accord, mais on se rend compte qu'on est capable de réfléchir ensemble et de produire finalement un certain nombre d'éléments qui sont des recommandations, qui sont des explications, qui sont parfois des anticipations, mais qui ne sont jamais vraiment des prédictions. On est toujours très prudent et on voit à quel point on a raison de temps en temps de dire que on l'a souvent dit, mais ça n'a pas été souvent entendu, malheureusement, que finalement, on ne savait pas grand-chose et que les propositions que l'on faisait, les orientations que l'on proposait étaient basées sur un niveau de connaissance qui était très, très faible au début et qui reste encore, malgré toute la science accumulée maintenant, avec des niveaux de preuve qui peuvent être, dans certaines conditions, extrêmement faibles. Hein. Quand on nous demande, par exemple, quel est le niveau de protection que l'on peut avoir avec une troisième dose vaccinale vis-à-vis de la circulation du Omicron, eh bien, personne n'est capable d'apporter cette réponse. Or, c'est un enjeu considérable. Et on voit bien qu'on est en permanence sur une espèce de fil avec des questions qui apparaissent et qui émergent devant nous, ou des réponses parfois avec beaucoup de une pression extrêmement importante nous sont demandées et on essaye de construire une élaboration intellectuelle à partir des connaissances que l'on a, de certaines inférences que l'on peut faire à partir d'autres données, de parfois un petit peu de perception intuitive de ce qui peut se passer avec toute la difficulté de ce que nous amener comme erreur les perceptions intuitives, pour qu'au bout du compte, on arrive à dégager une solution qui permette d'apporter une réponse acceptable et qui pourrait éclairer le politique qui ensuite, bien évidemment, a faire des choix. Par rapport à la présentation de Thomas Boyer-Cassaigne, que j'ai trouvé très intéressante, moi j'adore écouter les philosophes des sciences parce que c'est des gens qui nous apprennent énormément de choses et en particulier l'humilité. On a retrouvé quand même un certain nombre de leviers qui ont été utilisés dans le conseil scientifique, mais il y a aussi des choses que le conseil scientifique, à un moment donné, a décidé de ne pas faire. Et Jean-François pourrait le dire, à un moment donné, on s'est posé la question, mais faut-il mettre un économiste dans le conseil scientifique ? Et la décision a été de dire non, parce qu'on considérait que finalement, il fallait qu'on reste dans notre rôle, et que notre rôle était beaucoup plus orienté autour de l'humain, des sciences humaines et sociales, de la santé, de tout ce qui pouvait être autour de la prise en charge de la santé et ne pas avoir d'aspect économique, parce que finalement, ce n'était pas notre rôle. Et que si on mettait des économistes dans le conseil scientifique, on risquait de pervertir un petit peu le mode de fonctionnement. Alors, c'est un choix qu'on a pris, on a peut-être eu tort, mais ça nous a permis de rester dans un espèce de
de confort de réflexion commune où on savait un petit peu tous au fil de l'eau où on pouvait aller chercher telle ou telle compétence dans les membres du conseil scientifique. Et une chose qui est amusante aussi, c'est que, comme vous le savez, le conseil scientifique s'est monté en plusieurs phases et on a eu une deuxième arrivée de membres du conseil après qu'on ait eu un certain nombre de mois de travail en commun. Et ils nous ont avoué a posteriori qu'ils étaient un petit peu terrorisés de venir travailler avec nous parce que justement, ils ont compris très vite qu'on avait une espèce de connivence entre nous et ils se demandaient comment est-ce qu'il allait s'intégrer. Eh bien, ça a été assez agréable de les entendre dire que finalement, cette intégration s'était très bien passée, mais c'était assez une évidence puisqu'en fait, ils apportaient des éléments complémentaires dans justement des domaines où on était juste et où on allait chercher des informations à distance. Donc, on voit que on a eu un mode de fonctionnement intéressant. On reste dans l'incertitude, puisque c'est le sujet essentiel de cette discussion. On reste dans l'incertitude dans un certain nombre de messages, de projections, d'hypothèses. On nous pose sans cesse les mêmes questions à laquelle on répond sans cesse qu'on est incapable de répondre, sauf sur parfois des objectifs qui sont à court terme, qui sont probablement les réponses les plus simples. On essaye de se projeter à moyen et long terme, et c'est terriblement difficile. Mais on a en tout cas tous une certitude, c'est qu'à la fin, c'est la science qui gagnera. Et c'était un petit peu ce que disait Jean-François, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a la capacité d'avoir des vaccins, à partir du moment où on a la capacité d'avoir des traitements, des outils diagnostiques qui sont terriblement précis, qui permettent de dire exactement quel est le pathogène qui infecte telle ou telle personne, qu'on est capable de décrypter finalement maintenant un tout petit peu le mécanisme de la maladie, toute la physiopathologie, comment est-ce qu'on peut faire l'interaction, analyser l'interaction entre l'hôte et le patient, et le virus, pardon. Eh bien, on voit qu'on a accumulé une connaissance considérable et comme d'habitude, plus on en sait, plus on a l'impression qu'on en sait moins. Mais bon, voilà, c'était juste pour vous dire que cette expérience du conseil scientifique sous le pilotage de Jean-François est une expérience incroyable dans tous les sens du terme, qu'elle est fatigante, ça je peux vous le dire aussi, que Jean-François est fatigant, je peux vous le dire aussi, parce qu'il n'arrête jamais et qu'il sans cesse, il essaye de nous réembarquer. Je crois que je lui ai dit au moins 3 fois que je voulais partir et que 3 fois il m'a dit non, non, attends un petit peu encore, tu ne peux pas le faire, on ne va pas les abandonner comme ça. Mais malgré tout, c'est quelque chose que je ne regrette pas et sur lequel je pense avoir appris beaucoup de choses à la fois sur moi et sur les autres. Et avec un petit peu de prétention quand même malgré tout, je pense qu'on a quand même fait plutôt pas trop mal le job, mais de nouveau, ce sera à vous de le dire et ce n'est pas à nous de le dire. Voilà, en tout cas, si jamais vous avez des questions sur le mode de fonctionnement, allez-y et on essaiera de vous expliquer. Merci beaucoup à vous. Merci, à la fin, c'est la vie qui gagne. Et on entend beaucoup de choses dans ce que vous nous dites tous les deux. Nous allons proposer à la salle 2 questions. On a le cruel rôle de faire tenir la pendule à peu près dans un retard qui devra se maintenir. Le temps que les questions apparaissent, je ferai un simple commentaire. Dans ce que vous nous dites tous les deux, il y a énormément de choses, mais quelque chose qui m'apparaît à moi et qui a aussi un côté extrêmement rassurant, c'est que vous rappelez tous les deux que la science, finalement, ça peut être flou. Ça peut ne pas être certain. Et ça peut représenter un mode de pensée et un souhait de méthode et de raisonnement, mais dans un environnement qui est incertain ou qui est flou. Voilà, la connaissance n'est pas acquise d'avance, d'une certaine manière. Et je trouve que je l'entends assez fortement dans ce que vous dites tous les deux, si vous me permettez. Et je pense que c'est un côté aussi très rassurant dans ce que veulent dire ces démarches, conseil scientifique versus décision politique. Ça a été évoqué tout à l'heure. Est-ce que dans cette réflexion, justement, vous avez à un moment ou un autre introduit la notion d'opinion et de réseaux sociaux, puisque on peut présenter des opinions, on peut leur donner une coloration scientifique sur les plateaux télé ou les réseaux sociaux. Ça a été une grande donnée de cette période de crise. Et donc, finalement, porter un peu atteinte au message scientifique en
en le voyant circuler sur les nouveaux modes de communication actuels. Est-ce que c'est un des éléments qui ont été pris en compte dans vos travaux? Je commence à répondre et Bruno complétera. Dans le triangle finalement de la démocratie en santé, où on a à la fois le citoyen ou l'utilisateur du système de soins, le soignant et le politique, il s'est mis au rendez-vous là de façon très forte un quatrième partenaire qui sont les médias. Et avec deux points très particuliers, des chaînes de télé en continu d'une part, et puis deuxièmement des réseaux sociaux. Alors, on a fait un choix qui n'a pas été un choix initial de départ. Vous pensez bien qu'on pensait à autre chose autour du 12 ou du 13 ou du 14 mars 2020, mais on a fait un choix d'être une structure très légère, réactive, souple. On travaille avec des étudiants de Sciences Po, enfin des masters de Sciences Po, et j'avais souhaité ne pas avoir je dirais de représentants de l'État, y compris associés au Conseil scientifique, pour garder une grande liberté de pensée et d'autonomie. Et nous avons décidé de ne pas rentrer dans les réseaux sociaux. Bon, ça peut se discuter. Il y a un aspect générationnel de ma part probablement, mais pas que, parce que je percevais que y rentrer, c'était, je ne sais pas où on allait. Et en tout cas, moi, je ne regarde pas ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, hein. Donc j'ai une grande, ce qu'on peut raconter sur moi, sur le conseil scientifique dans les réseaux sociaux, eh bien, je ne le vois pas. Par contre, sur notre relation avec les médias, elle est complexe. On ne peut pas devenir uniquement passer notre temps dans les médias. Inversement, ne pas y être, c'est ne pas expliquer. Et donc, il y a 3, 4, 5 membres du conseil scientifique qui passent assez régulièrement dans les médias, dont Bruno d'ailleurs, hein, qui le fait très bien. Et moi, de temps en temps, on s'est à peu près accordé sur le fait que c'était pour un commentaire de nos avis ou dans des moments difficiles. On a fait une conférence de presse la semaine dernière sur le variant Omicron, sur ce qu'on savait ou ce qu'on ne savait pas. Et c'est quelque chose qui reste un exercice pas difficile à faire pour les médias. On est là pour informer, etc. Mais où les médias, et en particulier en ce qui me concerne, c'est le moindre mot que je peux dire qui est pris comme un mot d'interférence avec le politique, etc., et qui reste quelque chose de très compliqué. Je peux vous en donner 2 exemples. Hier, par exemple, lors de mon audition au Sénat, on me posait la question de combien de temps durerait l'effet immunologique et de protection de la 3e vague. J'ai évoqué l'idée qu'on ne le savait pas encore, qu'il faudrait attendre de voir, d'avoir quelques mois, qu'on avait une réponse immunitaire très, très forte, pas de vague, je veux dire, de 3e rappel, 3e vaccin, et qu'on aurait une réponse immunologique très forte, mais qu'on ne savait pas combien de temps elle pouvait durer, et qu'on pouvait évoquer peut-être, qu'on serait peut-être obligé de faire un 4e rappel. Ceci, et après 15 minutes d'explication sur ce que faisaient ou pas les vaccins vis-à-vis des sénateurs. Et les médias reprennent. Delfrécy a dit qu'il fallait faire une quatrième dose. Donc, on vit en permanence aussi avec ce choix-là. Donc, j'ai vis-à-vis des médias, je suis évidemment pour une indépendance totale de la presse et des médias. Je pense qu'un certain nombre de chaînes de télé en continu ont joué un rôle initial dans l'information qui était fondamental, continuent à le jouer pour certaines, et pour d'autres, sont dans une stratégie de pousser non pas à l'information, mais au contraire au conflit et à la bagarre entre scientifiques. Et ça, en tout cas, je n'ai pas envie d'y rentrer, et je me pose très clairement la question d'une certaine forme d'éthique aussi que pourraient avoir certains journalistes dans ces médias en continu. Merci. Et en complément et rapidement, si vous voulez bien, Bruno Lina. Oui, très vite. En fait, les réseaux sociaux, j'ai la même démarche que Jean-François, je n'y vais pas. Moi aussi. Je vais même pas regarder, sauf de temps en temps quand mes enfants me passent des messages de ce qu'ils voient sur les réseaux sociaux, mais en général, ils envoient les trucs plutôt sympathiques. L'autre chose, c'est qu'en fait, les scientifiques utilisent entre eux les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre d'échanges avec du Twitter, on a des échanges avec d'autres systèmes qui permettent de communiquer entre nous de façon très rapide. Donc, on utilise des outils, mais on ne va pas alimenter un site, on ne va pas alimenter un Facebook ou des choses comme ça.
Merci beaucoup pour tout ça et on peut vous applaudir à nouveau. Merci. Et rappelons-le, de grands scientifiques, allez, disons-le, qui sont aussi issus des CHU, un modèle magnifique que tous les pays nous envient. Merci à vous, messieurs, et nous passons à la suite. Au revoir. Merci. Donc, nous passons à la deuxième partie de notre session qui va permettre, et vous avez vu les acteurs qui viennent de nous rejoindre, ça va nous permettre d'entendre le vrai ressenti, le vécu, le ressenti des pilotes de l'incertitude dans nos établissements. Ces pilotes qui sont à la fois dans l'avion, ces pilotes qui sont à la fois dans la tour de contrôle et ces pilotes qui sont à la direction de l'aviation civile. On pourrait vous comparer, chère Katia Julienne. Et donc, non seulement ils vont nous retracer très brièvement leur vécu, leur ressenti, mais surtout nous présenter quelles opportunités cette crise nous offre. Alors, comme c'était aujourd'hui la journée des phrases, donc très banalement, j'aurais pu citer la phrase de Nietzsche, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, donc ça c'est déjà correct, mais je préfère partager avec vous une phrase entendue d'un collègue la semaine dernière, un collègue new-yorkais de l'Université de Columbia, spécialiste en management. Pour lui, c'est « What was can't be anymore ». Donc, il faut tout changer, et à vous. Merci. Merci. Celui-là, il ne marche plus. 1, 2, 1, 2, 6, ça y est, il marche à nouveau. Merci Sylvia. Alors, moi, j'aime beaucoup les métaphores aéronautiques, hein, et on pourrait citer une devise très très courte, très connue et magnifique, qui est celle de Georges Guynemer, « Faire face ». Alors, on va vous demander à tous les quatre, si vous le voulez bien, et je proposerai volontiers qu'on commence par Katia Julienne, si elle en est d'accord. Dites-nous, comment avez-vous fait face ? Alors, tout d'abord, et ce sera un petit peu le prolongement de ce qui a été dit avant, je pense que d'abord, pour faire face, il faut 2-3 choses assez simples. D'abord, il faut une boussole. Et la boussole, c'est quelques indicateurs de mesure de l'impact. En gros, que produit la crise ? Dans quelle intensité ? Dans quelle ampleur ? Et comment elle progresse ? Et là, il faut avoir des indicateurs d'impact sur les soins critiques, bien sûr, peu nombreux, sur les urgences, par exemple, qui nous permettent chaque jour de nous dire où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à demain, comment les choses évoluent et à quelle rapidité elles évoluent. Ça, c'est très important parce qu'on a besoin de cette température quotidienne. C'est encore vrai aujourd'hui. Ensuite, il faut anticiper. Donc, il a été beaucoup question de modélisation. On utilise beaucoup les modélisations Pasteur, mais ce ne sont que des modélisations. Ça veut dire qu'il faut les réfléchir, les utiliser pour anticiper, mais en même temps, ce n'est pas ça qui nous résout toutes les questions. Je vous donne un exemple. Quand on se replace en mars 2020, Pasteur nous avait communiqué 4 courbes très différentes. Et nous regardions l'évolution de l'épidémie par rapport aux 4. On s'est très vite rendu compte que la plus optimiste n'était certainement pas la bonne. En revanche, on ne le savait pas pour les 3 autres. Mais on n'avait pas le temps. Donc il a fallu se fixer un objectif et en fonction de cet objectif, se dire quelle aversion au risque nous avions et de prendre la décision qui résultait de cette équation-là. Et c'est ce qui s'est produit lorsque nous avons collectivement décidé d'une déprogrammation massive et générale. Ça, c'est une première chose que je tenais à dire. Après, ça ne suffit pas parce que les indicateurs ou les simulations, c'est faussement rassurant et on peut se perdre dedans aussi. Et je crois qu'il faut être toujours très attentif, y compris aux signaux faibles. À chacune des vagues, il s'est passé des choses différentes et c'était toujours très important au début de se dire qu'est-ce qui est pareil mais qu'est-ce qui est différent. Et je pourrais le dire pour chaque vague, y compris celle que nous vivons actuellement. Si je devais résumer, la première, c'était la contraction du système sur les soins critiques. La deuxième, on a bien vu que l'hospitalisation conventionnelle était aussi très fortement percutée. Et ensuite, on a eu les variants, comme l'évoquait Jean-François Delfraissy tout à l'heure. Et aujourd'hui, que constatons-nous ? C'est que contrairement aux vagues précédentes, nous avons une montée généralisée sur l'ensemble du territoire. C'est la première fois que nous le voyons. Donc je le dis parce qu'en fait, ces signaux faibles, ce n'est pas ce que les indicateurs vont nous donner, ce n'est pas ce que les simulations vont nous montrer, mais c'est ce qu'il va nous falloir trouver dans d'autres indicateurs ou dans les échanges. Et j'y viens aussi,
Comment faire face aussi, c'est aussi une question de méthode. C'est-à-dire, je pense qu'il faut avoir des relations très fortes et collectives avec l'ensemble des acteurs du système. On l'a eu avec les conférences, avec les fédérations, avec les libéraux aussi, avec France Asso pour les patients. Et ces boucles collectives nous permettent de détecter les problèmes que l'on n'a pas vus, les signaux qu'on n'a pas repérés, et de nous adapter en permanence. Ça, c'est aussi, c'est au-delà de la méthode, c'est extrêmement important et sécurisant collectivement. Et puis après, en principe d'action, si je puis dire, pour moi, il y avait 2 fils conducteurs. Un premier fil conducteur qui était faire bouger l'encadrement juridique, financier, pour s'adapter à l'évolution des besoins des professionnels et des patients. En gros, ça a été évoqué, c'était la télésanté, la garantie de financement, enfin toutes choses que vous connaissez. Donc ça a été notre action à nous, et y compris en termes de ressources humaines. Et le deuxième fil conducteur, c'était de casser les obstacles. Et casser les obstacles, c'est tout ce qui pouvait gêner. Et donc, tout ce qui peut gêner, c'est des choses juridiques, comme le renouvellement des autorisations, toutes ces choses-là qui ont été beaucoup, finalement, détruites pendant cette phase-là. Et ce n'est pas notre habitude, à nous, administration, que de casser du texte ou de l'encadrement. Mais l'objectif, c'était vraiment faciliter l'accompagnement, enlever les obstacles, et puis j'en donnerai un dernier, et puis après, on m'a dit d'être concise, donc je m'arrêterai là. Essayer de donner le maximum de marge aux ARS et aux établissements. Ça, c'est extrêmement important parce qu'il fallait coller au plus près du local, et donc ça faisait partie pour nous d'un fil conducteur permanent. Voilà, dans les grandes lignes, pour répondre à ta question. Merci beaucoup, Katia Julienne, que je n'ai pas présentée, même si tout le monde la connaît, directrice générale de l'offre de soins, et qui a piloté toute cette démarche. J'ai une petite question encore, une petite interrogation. Est-ce qu'à la DGOS, il est facile de s'affranchir de l'espèce d'énormes carcans juridiques et administratifs qui semblent peser sur le ministère ou sur les ministères en général? Est-ce qu'on peut le faire comme parfois on parvient à le faire dans les établissements en période de crise? Juste en quelques mots. Je pense que oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, les cadres doivent devenir de plus en plus larges et light, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on est dans une démarche où il faut se dire, on n'est pas dans un jardin à la française. C'est-à-dire tout le monde ne fait pas pareil au même endroit. Donc ça veut dire qu'un cadre juridique, il doit être aussi large que possible pour pouvoir abriter des modalités aussi diverses que possible. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort à la DGOS. Alors peut-être pas assez, mais en tout état de cause, c'est vraiment notre sentiment, et on est plus dans la diffusion de modèles au pluriel ou d'exemples que de prendre quelque chose qui a fonctionné en disant tout le monde doit faire pareil. Donc c'est ça qui nous permet de ne pas être trop arc-boutés sur nos textes. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe la parole à Olivier Clarisse. Faut-il le présenter, Olivier Clarisse? Non, hein. Il a tellement de casquettes et contribué à des réformes récentes, mais il a aussi présidé la CME des Hospices Civils de Lyon jusqu'à il y a très peu. Donc, il a eu aussi, comme d'autres, à faire face. Alors, Olivier, comment fait-on face dans un si grand navire que les Hospices Civils de Lyon? Alors, nous avons eu 2 chances localement pour faire face. C'est d'une part la présence de Bruno Lina, qui pouvait nous donner des informations scientifiques en continu, et donc ça a été très très précieux. Et d'autre part, une gouvernance bien huilée depuis des années et des années dans l'institution. Je voudrais juste replacer l'élément de contexte quand il y a eu l'allocution du président de la République le jeudi 12 mars 2020, annonçant qu'on allait vers un confinement. Les vraies informations solides que nous avions venaient de ce qui se passait à Mulhouse. Mulhouse a été une catastrophe humaine à tout point de vue. Et les échanges que l'on avait entre collègues nous disaient « Préparez-vous, vous risquez d'avoir quelque chose d'épouvantable ». C'est pour ça qu'on a été tous d'accord, a posteriori on le regrette, mais pour décider, dans le cadre du confinement, une déprogrammation massive, totale et immédiate de toutes les activités, tellement le tableau nous avait été décrit. Alors, on peut dire a posteriori qu'on a eu tort parce que ce qui s'est passé à Mulhouse ne s'est pas passé, en tout cas dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais l'effet positif est que les équipes se sont préparées. Donc on a eu un petit peu d'avance par rapport à l'afflux de patients, et il y a eu un patient Covid, puis 2, puis 3, et au bout de 3, les équipes, et ça c'est le retour des infirmières de réanimation qui m'ont dit quand il en est arrivé 10 ou 15 par jour, on savait faire. Et donc il n'y a déjà pas eu cet élément de dépourvu. Et le deuxième point de la réactivité est que la richesse dont disposent les hôpitaux, c'est
le personnel qui y travaille. Alors pas forcément que les soignants, hein, c'est tout le personnel qui est capable d'imagination, d'adaptabilité, qui est formidable. Et grâce à cela, on a pu effectivement, chacun à son niveau, imaginer telle ou telle façon de prendre en charge, d'ouvrir un lit par-ci, de fermer un lit par-ça. Les gens ont accepté d'aller travailler dans des unités dans lesquelles ils n'avaient pas l'habitude, ils ont accepté de se confronter à la mort beaucoup plus souvent qu'ils n'en avaient, etc., etc. Il y a eu spontanément des mobilisations multiples. Et enfin, le dernier point que je souhaite souligner, est qu'on s'est très vite aperçu que les vagues, ou tout du moins les poussées de la première vague, étaient inégalement réparties sur le territoire et qu'il fallait laisser de l'autonomie aux régions pour s'adapter et ne pas décréter que tout devait être fait de la même façon de partout dans les territoires. Et les connexions qu'on a les uns et les autres, l'habitude du SAMU pour les transports, etc., a grandement facilité les choses, avec effectivement le garde-fou, la protection que l'on avait des autorités et du gouvernement, de dire faites ce qu'il faut, ne vous préoccupez pas des problèmes techniques, juridiques et financiers, ce qui est quand même ce qui simplifie le quotidien de façon considérable. Est-ce que cette vision de territoire, c'est-à-dire laisser faire, s'applique aussi, et est-ce qu'elle est facile à appliquer aussi à l'intérieur de la structure hospice civil, mais aussi du territoire, disons, de proximité des hospices? Je pense que la très très belle leçon est qu'il y a eu une coopération de tous les acteurs de la santé. C'est-à-dire que ce soit la médecine libérale, que ce soit les ESPIC, que ce soit les établissements privés à but lucratif ou les hôpitaux publics et les CHU, on a eu la chance que l'ARS confie aux Hospices civils de Lyon un rôle de centralisateur et nous avons créé des relations géographiques en fonction des établissements de proximité qui nous ont permis au jour le jour et plusieurs fois par jour d'ajuster les décisions. Donc ça, c'est extrêmement facile quand même. Merci. Est-ce que dans ce subtil balayage, vous permettez qu'on repasse, alors j'allais dire au sud, en fait on aurait pu dire un peu au nord aussi, puisque François Crémieux, ex-DGA des hôpitaux de Paris, aujourd'hui DG des hôpitaux de Marseille, avec cette double expérience, François, un regard un petit peu différent sans doute, hein, du sud et du nord, tu peux nous dire également comment vous avez vécu cette période et fait face? On a fait face à peu près pareil, je crois, dans le Nord et dans le Sud, et j'ai envie d'y répondre deux choses. Premièrement, et en tout cas dans le vécu que j'ai pu avoir depuis 2 ans, on a fait face avec des collectifs contenus. Je crois que c'était mentionné tout à l'heure par Jean-François Delfrécy dans le cadre du collectif du Conseil stratégique. Et un collectif, ça commence par un binôme, mais ça peut s'étendre à des réunions de crise, des comités de direction, des relations avec la communauté médicale, des articulations entre les uns et les autres. Et ces collectifs, et ça fait partie, à mon avis, des âneries qui ont pu être dites et répétées et qui méritent d'être, à mon avis, démenties ici. C'est pas des collectifs qui se sont créés brutalement un 1er février de l'année dernière. C'est des collectifs qui, dans nos CHU, fonctionnaient. Et donc l'idée que brusquement, directeurs et médecins se seraient mis à discuter ensemble, que le pouvoir aurait été basculé des uns aux autres, ou je sais pas quoi, tout ça est d'une naïveté déconcertante. Et heureusement que nos collectifs hospitalo-universitaires fonctionnaient au moment où la crise est arrivée, parce qu'il aurait été évidemment impossible de les mettre en place en 24 heures. Et donc ce collectif, c'était à la fois la manière de tenir à titre personnel, dans une crise qui nous a quand même chamboulé les uns et les autres, mais c'était également une manière de tenir par rapport à 2 sujets. Le premier, c'est le doute face à l'incertitude, vous l'avez abordé les uns et les autres, et effectivement, savoir aujourd'hui ce qui va se passer à Marseille en janvier, j'en sais strictement rien. Et donc l'un des risques, c'est d'être complètement voilà, dans l'incapacité d'agir dans ce doute abyssal face à une incertitude totale. Mais paradoxalement, on est aussi assez régulièrement tétanisé par l'arrivée de l'inéluctable. Aujourd'hui même, on est les uns et les autres sur nos portables en train de regarder ce qui est en train de se passer. Et on a 2 choses, je trouve, très frappantes. La première, c'est le doute face à une incertitude proche. Et par ailleurs, on était un peu tétanisé face à l'inéluctable des 15 prochains jours. On sait à peu près ce qui va se passer. On a des courbes qui sont assez précises, et tétanisé parce que dans certains cas, on se rend compte que ça va être compliqué de passer, etc. Et ça, c'est, je trouve, la bascule de ce sentiment à l'autre, en tout cas de cette réalité à l'autre, a été très, très marquante ces 2 dernières années. Et le collectif permet de ne pas être tétanisé ni dans le doute
face aux incertitudes, ni dans le fait d'être tétanisé face à ce que l'on est certain qui va arriver, où il faut agir. Et ma dernière remarque, c'est que je trouve que ce qui marque notre collectif, pour le coup, et peut-être notre pays, c'est qu'on était finalement une des sociétés, ou en tout cas une société au sens, à l'échelle mondiale, peut-être la moins préparée à cet élément-là. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communautés humaines dans le monde qui sont face à la fois au doute, face à des situations dramatiques, qu'elles soient sur le plan humain, la guerre, les problèmes politiques, les problèmes sociétaux, naturels, etc., ou qui, au contraire, sont face à des situations inéluctables dans la nécessité d'agir. Et je trouve que ce qui nous caractérise depuis 2 ans, c'est probablement d'avoir réappris à agir, que ce soit par rapport, encore une fois, au drame annoncé ou par rapport au doute à venir. Et ce collectif, ou ces collectifs qu'on a constitués, m'ont, à mon avis, permis à tous de tenir. Donc c'est la gestion de l'incertitude et de la crise dans une démarche collective, collégiale. Et ce que tu veux dire, c'est que cette crise l'a renforcée, mais ne l'a pas fait apparaître. D'une part, je pense effectivement qu'elle l'a renforcée, et d'ailleurs, là où les collectifs fonctionnaient bien, la crise a probablement été mieux et plus rapidement prise en main que là où les collectifs fonctionnaient moins bien, et on a tout sur le gradient du fonctionnement du collectif, et sans aucune allusion à une histoire marseillaise particulière. C'est pour ça que lorsque des individus, et on en a évoqué certains, se mettent à sortir du collectif, que ce soit sur le plan scientifique, sur le plan managérial, sur le plan du comportement, de l'organisation des soins au quotidien, sortent du collectif et se mettent à avoir à titre individuel des prises de position dont ils espèrent qu'elles influencent justement le collectif, c'est là qu'on est mis en difficulté, et je rejoins plusieurs des propos de la journée, et notamment du début de la matinée, sur le fait que non seulement ce collectif est essentiel à tenir la crise, mais dès que l'on en sort, on fait des erreurs de gestion de crise et on se trompe, tout bêtement, on se trompe dans la gestion de la crise du jour et on se trompe dans l'anticipation de l'incertitude de demain. Je te rassure, il n'y a pas qu'à Marseille qu'il peut avoir des individus à comportement médiatique toxique. Donc, comme ça, on a besoin de citer personne. Je vais me retourner vers Jean-Yves Graal. Faut-il présenter Jean-Yves à son tour ? Certainement pas, qui a une expérience tellement large. Et aujourd'hui, la responsabilité de l'ARS Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, à la tête d'une ARS, à l'interface là entre aussi un ministère, et des ministères d'ailleurs, et des établissements, et des politiques, et des populations, comment est-ce qu'on vit cette période de pilotage ? Comment on fait face ? Alors, j'ai préparé quelques diapos pour vous donner un peu l'état de ce qui s'est passé, en restreignant mon propos, bien évidemment, à la prise en charge de la deuxième vague, la vague de réanimation qui est arrivée sur l'ensemble des établissements, et où Auvergne-Rhône-Alpes a particulièrement été attricié, et ayant d'ailleurs beaucoup plus de patients qu'en première vague, et que de certaines régions. Si on veut me passer le PowerPoint. Rassurez-nous et confirmez-nous que vous l'avez. Oui, c'est ça. Voilà, il y est. Voilà, alors tout d'abord vous dire que, bien évidemment, l'incertitude était la nôtre, puisqu'il fallait qu'on adapte nos décisions, et la réalité fracassait l'incertitude finalement. Et voilà ce qu'on nous annonçait en septembre, le 18 septembre 2020, pour une échéance 2 mois plus tard. On nous annonçait 5208 patients en réanimation Covid. Oui, pardon. Et bien évidemment, tout ceci s'est affiné, comme vous le voyez, comme la météo. Et le jour J, on a pu nous dire qu'il pleuvait, s'il pleuvait. Et donc, voilà l'évolution telle qu'elle s'est faite. Dieu merci, nous avons été prudents. Et nous avons considéré, comme disait Katia, que c'était un élément parmi d'autres, Dieu merci, sinon on fermait tout, on allait se cacher. Et on a retroussé nos manches avec l'ensemble des établissements. Alors, nous avions un objectif très simple, et je vais vous montrer que cet objectif était adapté, puisque notre objectif était de faire en sorte que personne ne reste sur le tapis, et que le système hospitalier puisse prendre l'ensemble des patients qui le nécessitaient, notamment en réanimation. Je vais me focaliser sur la réanimation, parce que c'était le nœud du sujet, instruit de la première vague quand même, et donc tout ceci nous disait qu'on savait que la marée allait monter, autant par l'expérience qu'on en avait que par les courbes qu'on nous prédisait, mais on n'avait pas le degré du coefficient de marée. C'était ça notre sujet. Deuxième slide, c'est moi qui vais la passer. Vous avez d'ailleurs le nombre de lits qui était le nombre historique de lits disponibles en réanimation en Auvergne-Rhône-Alpes. Et vous avez là le résultat des courses sur les 4 vagues. Et vous voyez bien
que l'objectif de prendre tout le monde était justifié puisque nous avons largement dépassé le nombre de patients en réanimation, que ce soit les patients Covid ou les patients non Covid, et que bien évidemment l'objectif qui était le nôtre, c'était de faire en sorte que tout le monde soit pris en charge, que personne ne reste sur le tapis et qu'on puisse avoir une fluidité de tout ça. Et je termine par une dernière slide pour vous montrer sur le graphique en fait ce que nous avons fait in fine. Et je vais vous dire pourquoi et comment après. C'est-à-dire que vous avez la courbe verte qui montre le nombre de lits que nous avons réussi à mobiliser tout au long de la période, à partir du socle que vous avez en bas. Donc on a quasiment doublé nos possibilités dans la vague de fin d'année, avec en dessous le graphique du lissage des patients présents en réanimation. Vous voyez qu'il y a un delta entre les deux. Et c'est là que ça s'est joué, parce que nous avons toujours maintenu 80 à 100 lits de réanimation sur le territoire, bien évidemment de façon frictionnelle, pas de façon stable, donc c'est normal d'avoir ça, puisqu'il y avait des jours où nous avons 80 à 100 patients qui rentraient dans les services de réanimation dans la région. Donc nous avions besoin de ce coussin, et nous avons réussi à le faire. Et vous voyez, la courbe rouge, c'est les patients Covid, et la courbe bleue en réanimation, c'est les patients non Covid à réanimation. Vous voyez deux petites baisses, notamment, qui traduisent les effets de la déprogrammation qui ont été là et qui nous ont permis, comme vous le voyez sur le premier graphique, de passer de ce fait-là. Donc voilà les éléments. Alors, qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment nous avons pu faire face, justement ? Tout d'abord, je crois que nous avions un objectif clair, une organisation claire, avec d'une part un commandement clair, délégué d'une part à une équipe resserrée, souple, agile auprès du directeur de l'ARS directement, avec un responsable identifié, et des liens avec les pilotes de territoire, puisque nous avions divisé la région en 8 territoires, et en accord avec l'ensemble des fédérations, quelles qu'elles soient, nous avions acté le fait que nous donnerions, comme l'a dit le professeur Clarisse, autorité, entre guillemets, à un pilote de territoire pour gérer l'afflux des patients de réanimation sur le territoire, qu'il soit privé, public, etc. Et donc, nous avions, en lien avec les fédés, donné la possibilité, avec rappel de notre côté, ça nous est arrivé à plusieurs reprises de rappeler à certains établissements privés qu'ils avaient une autorisation de réanimation, qu'elle était moins faite pour le business dans le cas précis que pour la prise en charge de la réanimation. Et je crois qu'on a réussi, et grâce à cette gestion déléguée et commune, à faire ça. Ensuite, je crois que c'est un élément important, puisque nous sommes dans des organisations, Katia l'a dit, qui fonctionnent souvent par des textes. Et en matière de crise, il est parfois, les textes apparaissent un peu rigides. Et il faut savoir, non pas s'affranchir des textes, mais se mouvoir dans le cadre des textes. C'est surtout ça. Et je crois qu'un des éléments forts qui nous a permis de passer, c'est 2 choses. D'abord, d'avoir des professionnels, des médecins hospitaliers, des directeurs, qui ont managé ces cellules de crise, spécifiquement sur la réanimation, donc la bonne personne au bon endroit pour faire la bonne fonction. C'est ce que nous avons fait. Et deuxième point, la collégialité qui est née de ce partage culturel entre les gens de l'ARS, qui étaient des pairs finalement de ceux qui étaient sur le terrain et qui parlaient la même langue et qui facilitaient beaucoup les relations qui étaient pluriquotidiennes ou pluri-hebdomadaires, que ce soit des réunions strictement avec les chefs de réanimation des pilotes de territoire, avec les pilotes de territoire, directeurs, présidents de CME, avec les fédérations, avec les médecins libéraux, et nous avions ce partage régulier de la situation. Donc, ce que nous en retenons, et je termine par là, c'est que le fondement, et j'aime beaucoup la phrase qu'il ne s'agit pas de prévoir l'imprévisible, mais de s'entraîner à lui faire face, c'est vraiment ça, de s'adapter, d'être en capacité de s'adapter et surtout de créer les conditions de l'adaptation. Je crois que c'est surtout ça qu'on a réussi à faire dans la région, donc c'est très simple. Et le deuxième point, me semble-t-il, c'est l'abord collégial et sur des sujets comme celui-là, le partage culturel entre l'autorité sanitaire et les professionnels au sens large, qui est un facteur de succès. Merci beaucoup Jean-Yves. D'ailleurs, se préparer à l'imprévisible, c'est pour continuer les métaphores aviation,
on dit toujours que la vraie météo, on la voit une fois qu'on est en vol. Donc il faut s'y préparer, mais aussi l'affronter quand elle survient. J'ai envie, pour profiter quand même de votre présence ici, et bon, sans malheureusement trop prolonger, vous poser une question encore en vous écoutant qui nous vient, parce que vous étiez au cœur de la gestion de crise, tous, nous tous finalement, mais là c'est vos exemples qui sont intéressants, et très franchement on se retrouve beaucoup dans ce que vous avez décrit, hein, y compris la progressivité rappelée par Olivier Clarisse. Mais une question... François disait tout à l'heure, quand on sort du collectif, on commet des erreurs. Est-ce qu'on peut retourner aussi cette idée et dire, est-ce que dans cette expérience-là de pilotage en crise, vous avez vécu des erreurs utiles? Est-ce que vous avez en tête des moments qui ont été des bascules, des erreurs utiles, des difficultés utiles? Est-ce qu'on peut vous poser cette question? On commence par Katia? Alors, des erreurs, non, mais des difficultés, oui, parce qu'à un moment, on a parlé créativité, et je trouve que ça obligeait à faire des choses qu'y compris on pensait ne jamais réussir à faire, en tout cas qu'on n'atteignait pas. Ça a été évoqué, par exemple, la télésanté. Honnêtement, on avait 15 ans de retard, et d'un seul coup, on est dans le pelon de notre tête. Un autre exemple, l'ancrage sanitaire des EHPAD. On en a rêvé tous, et on l'a fait dans un temps record. Et le on, c'est pas moi, c'est nous tous, en fait. Et voilà, donc ça, ce sont des exemples de choses que la crise a permis, en fait, et a favorisé, et que l'on doit garder aussi. Donc voilà quelques exemples, et je pense qu'effectivement, ça a été productif d'évolution extrêmement rapide d'organisation, et pour nous, c'est un résultat, là, pour le coup, positif. C'est très très juste, et je crois que cet avis-là est vraiment partagé sur ce qui a pu évoluer vite dans ces moments-là. François, tu veux poursuivre? On va essayer de réfléchir aux erreurs. Je veux juste rajouter un point de plus, c'est que je trouve que l'un des enjeux pour essayer de minimiser les erreurs, et qui est directement lié à la question du fonctionnement du collectif, c'est de prendre l'événement et d'analyser l'événement pour ce qu'est l'événement, et non pas, et je trouve que là pour le coup nous continuons certains à poursuivre des erreurs du passé, et non pas d'analyser l'événement à l'aune de ce que l'on pouvait penser avant, du système, de son fonctionnement, etc. Ce rapport à l'événement, d'ailleurs, a été un sujet de philosophique et d'action politique tout au long du XXe siècle, entre les grands courants de pensée qui analysaient les événements, le fascisme, le nazisme, la décolonisation, etc., parfois à l'aune de boîtes à outils intellectuels ou idéologiques, et qui régulièrement ont fait des erreurs de positionnement constatées a posteriori, parce que analyser un événement à l'aune d'une doctrine fait prendre le risque que la doctrine ou la philosophie soit inadaptée à l'événement tel qu'il se pose. Et je pense que l'un des enjeux, et on a à ce titre-là, je trouve collectivement plutôt pas mal réussi, ça a été de prendre cet événement de la crise pour ce qu'il était, et de s'imposer à chaque étape, de se poser la question de ce que cet événement nous disait, et de la manière pour y répondre, ce qui n'est pas le pragmatisme posé en principe. C'est pas ça le sujet. On analyse l'événement à l'aune de principes, à l'aune de philosophie, de valeurs, etc. Mais on analyse l'événement pour ce qu'il nous dit, et non pas pour ce que l'on croit qu'il vient confirmer ou infirmer des enjeux antérieurs. Le débat actuel, je disais tout à l'heure ma frustration devant le débat sur le collectif médecins-directeurs qui serait créé un 1er février. Le débat actuel sur T2A et Covid est consternant. Non pas que le débat sur la T2A soit pas intéressant, il est très intéressant, on en débattait avant, on en débattra après, c'est un sujet passionnant, mais continuer à analyser nos enjeux de crise actuelle à l'aune de ces débats d'hier, là pour le coup me semble nous amener à faire des erreurs. Alors je ne sais pas si on a fait des erreurs sur Paris et sur la région parisienne. Moi j'ai mettre à la fois en positif et en négatif, une grande satisfaction et une grande déception. On évoquait tout à l'heure la situation de Mulhouse. Quand j'ai vu la situation, donc j'étais adjoint de Martin Hirsch à l'époque, quand j'ai vu la situation de Mulhouse flamber, je me suis dit il faut qu'on aille voir ce qui se passe, il faut qu'on y aille et qu'on comprenne. Et donc un matin, j'étais voir Martin et je lui ai dit je voudrais partir à Mulhouse. Il m'a dit non, tu restes. Et c'est comme ça que j'ai revu Benoît Vallet. Benoît Vallet était disponible et il a accepté de partir à Mulhouse pendant 8 jours. Il est revenu et Benoît nous a débriefé ce qui s'était passé à Mulhouse. De manière très opérationnelle, c'est comme ça qu'on a structuré les relations publiques-privées sur toute la région parisienne, en identifiant le fait qu'à Mulhouse, l'implication du secteur privé trop tardif leur avait pas permis de s'organiser, et donc on avait perdu au pic à Mulhouse une capacité réanimatoire importante. Voilà une satisfaction, mais qui témoigne de comment est-ce qu'on fait face à un événement pour le traiter sur la base de ce que l'événement nous dit, et non pas sur la base de ce que l'on pensait qu'il fallait faire en région parisienne quand il y avait beaucoup de patients en réa. La frustration, c'est par exemple les EHPAD en Ile-de-France. Nous n'avons pas compris et nous n'avons pas analysé suffisamment vite ce qui se passait dans les EHPAD. La surmortalité ou la mortalité tout court en Ile-de-France sur la première vague, c'est la surprise de la violence de cette vague dans les EHPAD.
À Marseille, elle est bien moindre sur la deuxième vague, parce qu'il y a à ce moment-là l'anticipation de ce qui s'est passé ailleurs. Voilà, donc je ne sais pas si on apprend des erreurs. Ce que j'aimerais, c'est que pour l'avenir, on retienne notamment dans la campagne à venir, on en débat dans les propositions de demain, mais les enseignements à tirer à l'aune, j'insiste, de ce que l'événement nous a dit de notre système, et non pas de ce que l'événement nous aurait confirmé ou infirmé de ce qu'on pouvait penser avant. Merci François. Je propose à Olivier Clarisse de prendre le relais. Oui, bien sûr qu'on a fait des erreurs, ça, mais c'est pas forcément grave. On a eu une très très belle séance de débriefing collectif au mois de juin-juillet 2020. On avait fait des groupes de travail et chacun a dit voilà ce qu'on a trouvé de bien, voilà ce qu'on a trouvé de moins bien. Donc collectivement, on s'est préparé à la deuxième vague. Je pense que j'ai deux erreurs que je me reproche. La première, c'est on a été très très frileux dans la reprogrammation, beaucoup trop frileux. On n'a pas pris en compte suffisamment l'importance de tous les patients qui avaient été... Alors, il ne faut pas non plus dramatiser. Arrêtons de dire qu'il y a eu des centaines de morts à cause du Covid. Ce n'est pas vrai. Il y a certainement eu des conséquences gravissimes, mais Dieu merci, extrêmement restreintes. Mais n'empêche qu'il y a eu un retard au réallumage. Et ça, c'est très, très difficile à imaginer. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième erreur que je me reproche, c'est que nous avions un certain nombre d'informations épidémiologiques globales. Et je pense que nous n'avons pas suffisamment alerté les autorités sur la façon d'organiser la vaccination qui allait se mettre en route en France. Je suis persuadé qu'on aurait pu faire différemment, mais que si on n'a pas fait différemment, c'est parce que nous n'avons pas donné les informations que nous avions. Donc oui, effectivement, on fait des erreurs. Mais malgré tout, il ne s'agit pas de se cirer les pompes collectivement, mais le système français a quand même très très bien réagi. Merci Olivier. Oui, Jean-Yves. Oui, je ne sais pas si c'est une erreur. Je pense qu'on n'a pas pris assez en compte les effets de la déprogrammation dans la région, puisque nous avons fait une déprogrammation très forte, la première vague, mais qui était, nous ne l'oublions pas de même teneur que la deuxième, puisque dans la première, nous avons des problèmes de consommables, notamment d'anesthésie, qui nous obligeaient d'aller très très loin dans la déprogrammation pour des raisons d'anesthésie, j'allais dire, et d'autres choses, mais c'était surtout ça. Mais sur la deuxième phase, je pense qu'on a appris de nos omissions, peut-être, en faisant participer plus les praticiens des cliniques privées, que nous avons trop omis lors de la première vague, et on a repris un certain nombre d'éléments avec eux dans la deuxième, et surtout là maintenant dans la troisième. Et je pense que c'est un élément d'amélioration pour justement gommer les effets de la déprogrammation en mettant, au même titre que sur la réanimation, il y a eu une collaboration privée-publique bien encadrée et bien comprise. Sur la reprogrammation et sur la programmation, nous avons demandé, par exemple, aux cliniques privées, très récemment, d'ouvrir leur bloc opératoire aux praticiens d'autres établissements privés qui ont de la réanimation qui sont bien pris en compte, mais aussi les praticiens publics pour aller opérer les patients qui le nécessitent et dont les blocs opératoires ne sont pas très opérationnels dans leurs établissements. Et donc, on a un dialogue avec l'URPS qui est fructueux. Je trouve que c'est un point d'amélioration dont on a appris l'importance. Merci Jean-Yves. Deux derniers mots. Je pense que les interventions que vous avez faites les uns et les autres montrent et soulignent beaucoup et reviennent souvent sur la notion du collectif, du faire ensemble, de créer des liens. Je vous interrogeais sur la question de l'erreur parce que je crois beaucoup à titre personnel qu'il faut accepter le risque, l'incertitude et l'erreur pour bien piloter. Mais finalement, c'est un peu ce que vous dites. Il y a eu des occasions d'erreurs ou disons de choses moins, mais qui ont servi ensuite. Et puis enfin, vous dites aussi, et je crois que c'est vrai, que tout ça, ça a permis de traverser la crise et de la traverser dans de bonnes conditions finalement, puisque on a fait face successivement, vous l'avez dit, de manière différente les uns les autres, à des épisodes extrêmement différents les uns des autres. Je ne sais pas s'il y a une question dans la salle. Je regarde sous les sunlights qui nous font bronzer. Et comme nous sommes un petit peu en retard, je pense qu'on peut clore cette partie-là en vous remerciant encore une fois tous les quatre. Merci beaucoup. Et passer la parole, mais je crois à distance. Ah non, il est là, à Étienne. Voilà, je ne t'avais pas vu, Étienne Mainvielle.
Étienne Mainviel, pendant qu'il arrive, je vais rappeler à tout le monde ce parcours exceptionnel de médecin de santé publique, spécialiste qualité, indicateur et aussi école polytechnique. Et surtout, il est là aujourd'hui parce qu'il a, avec un autre collègue, écrit « Le voyage au cœur du système de santé, sans témoignage pour apprendre à gérer avec la crise ». Merci Étienne. Bon, merci beaucoup. Je sais que vous vous demandez combien de temps ça va durer. Je vais essayer de vous rassurer en restant dans des temps raisonnables. C'était programmé 30 minutes, mais je pense que 15 minutes serait bien, 15-20 minutes. Vous m'arrêtez parce que je crois que la journée a été très dense. Je voulais vous remercier d'abord de m'avoir invité parce que c'était très impressionnant d'écouter toute la journée. Je crois que la première chose que je voulais dire, c'est que ça me permet de revoir des visages familiers. On a parlé beaucoup de collectifs et dans l'étude là, que vous aviez eu la gentillesse de citer, on a rencontré beaucoup de personnes qui sont dans la salle et qui font partie de ce collectif. Et je voudrais quand même rendre hommage parce qu'on a été très impressionnés dans notre étude. On a fait 109 entretiens à travers la France. On résume de l'étudiant à l'Élysée. Et par vraiment des femmes et des hommes remarquables. Alors je sais bien qu'on est là toujours à essayer de s'améliorer, mais je crois qu'il faut rendre aussi hommage à tout ce qui a été mené durant ces 2 ans. Alors vous me demandez de conclure, je crois que l'erreur serait évidemment de vouloir synthétiser tout ce qui a été dit. D'abord, ça serait maladroit parce qu'il y a eu une pluridisciplinarité dans l'expression, des points de vue très différents. Et puis la deuxième chose, c'est que ça rendrait certainement pas justice aux nuances qui ont été évoquées. Je m'attacherai simplement à donner quelques points qui nous paraissent assez en lien avec ce que nous, on a vu dans notre étude. Et je voudrais revenir d'abord sur la question d'incertitude. Alors d'abord, j'ai compris que la règle aujourd'hui, c'était des citations. Donc moi, ma citation, c'est Churchill, à qui on demandait quel était son sentiment par rapport à la stratégie des Russes au début de la Seconde Guerre mondiale. Il a répondu, c'est une devinette qui est enveloppée dans un mystère à l'intérieur d'une énigme. Donc ça, c'est pour exprimer cet aspect d'incertitude. Et je crois sans doute que certains l'ont dit, mais je voudrais vraiment revenir là-dessus, c'est que cette notion d'incertitude est vraiment à travailler entre incertitude et inconnu. C'est-à-dire que l'inconnu, c'est le moment où on ne sait vraiment rien, et j'ai été frappé notamment dans les propos de Jean-François Delfraissy au début. Dans la première vague, je pense que le système a été face à de l'inconnu, c'est-à-dire quelque chose qu'on connaît bien en management de crise. On parle de inconnu ou de signe noir, c'est cette idée où on n'a aucune connaissance et donc tous les raisonnements rationnels n'ont pas de valeur d'une certaine façon parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur une connaissance. Et progressivement, il y a eu une incertitude qui persiste, il y a des doutes, mais on se retrouve avec une connaissance établie. Donc on est à nouveau sur une forme de rationalité qui est plus cartésienne, qui a été décrite notamment par Madame Amarati, sur de l'hypothético-déductif. Mais la grande question, et ce qui nous frappe beaucoup dans cette étude, et je trouve a été assez confirmé par les propos, c'est de savoir quand on est dans des degrés d'incertitude très forts, quasiment de l'inconnu, au fond, est-ce qu'il y a une rationalité ? On parle d'intuitif, et en même temps, quand on regarde tout le système hospitalier et d'une manière générale le système de santé, il a bien répondu. Alors on a beaucoup creusé cette question, et en management de crise, il y a des notions quand même que je trouve qui ne sont pas assez avancées à l'heure actuelle dans le débat. Il y en a 2. D'abord, au début, quand il y a une inconnue profonde, la question de la décision, elle est double en fait. L'objectif de la décision est double. C'est-à-dire qu'il est à la fois d'agir pour prévenir et pour éviter de dégrader la situation, mais il est aussi d'apprendre. Et en fait, la décision, normalement, intervient à la fin d'un cheminement de sense-making, c'est-à-dire qu'on essaye de comprendre ce qui fait sens. Et le grand enjeu, c'est de comprendre très vite ce qui fait sens dans la démarche. Les pragmatistes, c'est une théorie qui existe en management, ont beaucoup travaillé cet aspect, ont été beaucoup une source d'inspiration dans le management de crise sur les 30 dernières années, et ont donné toute une méthode par rapport à ça. Alors, ça reprend beaucoup des propos qui ont été tenus, c'est-à-dire voir les signaux faibles, donc aller chercher des indices. C'est toute la notion d'enquête, c'est presque comme un détective. J'ose à peine dire comme Colombo, parce que maintenant, beaucoup de gens ne connaissent plus Colombo, et ça marque un peu sa génération. Mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire faire une enquête quand on n'a pas de connaissances pour très vite essayer de comprendre ce qui fait sens. Donc, François Crémieux a très bien dit le fait d'aller voir sur place, qui est aussi un autre élément fondamental. La modélisation est nécessaire, mais pas suffisante, c'est-à-dire que c'est situé dans un contexte local, et beaucoup des directeurs d'hôpitaux ou des médecins qu'on a interrogés
ont bien expliqué cette idée que ça doit être situé dans un contexte et que parfois, ce n'est pas seulement la modélisation qui est rentrée en ligne de compte. Je peux continuer sur l'organisation du débat contradictoire. Je voudrais insister sur quelque chose, c'est la rationalité du raisonnement. On a parlé de raisonnement intuitif. Nous, on pense qu'il y a un vrai raisonnement. C'est-à-dire qu'il y a une vraie méthode qui existe dans ces cas-là, qui est l'abduction. Alors l'abduction, c'est le principe qu'on pose des hypothèses avec beaucoup d'humilité, parce qu'elles sont très fragiles, étant donné qu'on a très peu de connaissances. On va très vite tester sur le terrain si ça marche ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, on a augmenté les capacités de réa assez vite pour voir. On a fait preuve de beaucoup d'innovation, mais on n'était pas très sûr que ça marche. Et selon les résultats de l'expérience, on confirme ou on infirme l'hypothèse initiale. Et on progresse de cette manière dans un rapport entre le terrain et les hypothèses. Et il nous semble que pas mal des éléments qui ont été soulignés rejoignent cette idée de la théorie de l'enquête et de cette rationalité pragmatique fondée sur l'abduction. Alors, on a parlé aussi d'intelligence collective. C'est vrai que dans ces approches de management de crise, c'est souvent décrit, c'est que c'est une communauté d'enquête, c'est-à-dire que la personne individuellement a beaucoup moins de chances de progresser d'une manière pertinente qu'un collectif, parce que ça permet de récupérer des informations, des indices, des débats contradictoires. Autre point qui nous paraît assez important et qui ont été cités, c'est évidemment les postures associées à ces démarches de rationalité pragmatique. Donc, il y en a deux qui ont été régulièrement citées, notamment par Jean-François Delfraissy, le doute et l'humilité. Donc on parle de faillibilisme et d'antidualisme. Il n'y a rien de pire que les décisions binaires oui-non et les décisions irréversibles. Alors de ce point de vue-là, évidemment, il y a eu des cas qui ont été évoqués, je crois que tu les as évoqués d'une manière très discrète, mais sur le fait d'individualités qui ont créé des propos tranchés. Ce qu'il faut comprendre dans ces cas-là, ce n'est pas tellement le fait d'avoir une position tranchée et contradictoire qui est en jeu, c'est le fait de camper sur cette position alors même que les hypothèses sont de plus en plus fragiles par rapport à ce qui est proposé. Et puis il y a le rôle des médias qu'a rapporté Jean-François Delfraissy. C'est un rôle qui a certainement été un des éléments assez clés dans ce pilotage dans l'incertitude avec la crise Covid, qui est assez nouveau. Ça a été sans doute positif pour informer, mais ça a été très délicat par rapport à cette nuance qui est nécessaire dans le débat et dans l'expression du doute. Et puis, il y a eu ce fameux phénomène de l'ultra-crépidarianisme. Alors, je ne sais pas si vous... L'ultra-crépidarianisme, je ne sais pas si j'ai le temps de l'expliquer 30 secondes ce que c'est. C'est quelque chose qui vient de l'Antiquité. C'est un peintre très connu de l'Antiquité qui s'appelait Apelle, et son cordonnier vient voir sa peinture et lui dit « Tu sais, ta sandale, elle n'est vraiment pas bien peinte. » Donc le peintre, qui est très connu à l'époque, le regarde, lui dit « Merci cordonnier ». Le cordonnier prend de l'aisance et dit « Mais la jambe, elle est un peu arquée. » Et là, le peintre le regarde d'une manière assez farouche et lui répond « Cordonnier, tu dois rester au niveau de la sandale. » Donc l'analogie, c'est « Je ne suis pas médecin, ou je ne suis pas directeur d'hôpital, mais... » et des gens qui parlent quand même et qui vont exprimer une expertise au-delà de leurs compétences. Et ça, les médias, malheureusement, ont certainement favorisé ce type de démarche qui crée de la confusion plutôt que de l'enquête collective. Alors, une fois qu'on a dit ça, je pense qu'aussi un point important qui a été rappelé, c'est la question du focus exclusif quand il y a une inconnue totale. C'est-à-dire dans la première vague, il est assez clair en management de crise que d'abord, c'est assez sensé de créer des comités ad hoc, un comité scientifique ou une cellule de crise, parce qu'on part de l'hypothèse que le phénomène est tellement inconnu que c'est beaucoup plus intéressant d'avoir une cellule dédiée que de jouer sur les rouages existants. Le deuxième point, c'est que on a beaucoup débattu sur la déprogrammation des soins courants. Moi, je travaille dans un service d'oncologie, donc évidemment, ça a été aussi un arbitrage redoutable. Mais quand le phénomène est totalement inconnu, vraiment dans les inconnus totales, le fait d'avoir un focus exclusif, parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer, et d'arrêter et de déprogrammer a une certaine logique de ce point de vue aussi, seulement dans ces situations-là. Alors, ça c'est sans doute ce qui a eu lieu dans le début de la crise, et Jean-François Delfraissy a souligné qu'on n'a pas encore tout à fait compris qu'il y a eu deux phases, et je crois qu'il a tout à fait raison, une première phase où vraiment on était dans l'inconnu, puis après l'incertitude. Dans l'incertitude, il y a eu un apprentissage. Alors ça pose la question des mécanismes d'apprentissage, les retours d'expérience.
On arrive dans des situations où, pour le coup, la mixité entre soins courants et Covid devient beaucoup plus logique dans ces cas-là. Et puis, la crise, du fait de sa durée, a introduit 2 formes de management supplémentaires. La résilience, alors on est en plein dedans maintenant, c'est-à-dire à la fois sur le soutien psychologique, le travail d'équipe, et puis la créativité et l'innovation. Puis un autre qui est peut-être moins évident à percevoir, mais qui est apparu en tout cas dans notre étude, et je crois que ça a été reflété dans certains propos de Olivier Clarisse et Jean-Yves Grave, c'est ce qu'on appelle un management inclusif. C'est-à-dire c'est cette notion de travailler ensemble, qu'on a entendu partout, il faut qu'on travaille ensemble. Mais qu'est-ce que ça veut dire travailler ensemble ? C'est à la fois de la coordination horizontale, c'est-à-dire au niveau, par exemple, d'un parcours, comment les professionnels travaillent ensemble, hospitaliers, ville, et puis c'est la coordination verticale, c'est-à-dire les équipes de soins par rapport aux directions, les directions par rapport aux ARS, les ARS par rapport à l'administration centrale. C'est sans doute sur le dernier point, sur cette coordination verticale, qu'il y a eu des débats. On entend beaucoup ces questions de recherche d'autonomie, de délégation, on a entendu beaucoup, évidemment en restant des propos policés, mais des instructions qui arrivaient parfois trop tard, alors que ça avait été déjà réalisé dans l'initiative locale. Et ça pose clairement la question des hiérarchies du système, c'est-à-dire de savoir au fond comment on peut être beaucoup plus coopératif en vertical à tous les échelons. C'est assez intéressant d'ailleurs de voir quand on a interrogé que l'échelon inférieur a toujours critiqué l'échelon supérieur. C'est-à-dire que les unités de soins ont critiqué, excusez-moi, les directions. Les directions ont plutôt posé des questions par rapport aux agences régionales de santé. Et les ARS se sont demandé quand même, ont eu quelques questions par rapport aux administrations centrales. Donc on voit bien qu'à chaque fois, dans la relation, l'échelon inférieur se situe quand même dans une tension par rapport à cette notion de travailler ensemble. Alors, je ne voudrais pas être trop long. Je voudrais terminer par 2 points. D'abord, quel est le jugement qu'on peut porter ? Moi, je crois qu'il faut saluer quand même l'agilité hospitalière qui a eu lieu pendant 2 ans, notamment au niveau des CHU, parce que c'est clairement l'endroit où il y a les ressources et l'expertise. Et donc, il y a eu évidemment des zones d'ombre, mais dans l'ensemble, ça s'est plutôt remarquablement passé de notre point de vue. La deuxième chose, c'est que ça rappelle que l'hôpital est ce qu'on appelle une organisation hautement fiable, une High Reliability Organization, comme les centrales nucléaires ou les avions. Et je crois que ça a démontré, d'une manière très surprenante, parce que l'hôpital n'était pas très en forme avant la crise, le fait que dans ces situations de crise, l'hôpital sait réagir. Alors il y a un de vos collègues qui a souligné, l'hôpital aime la crise. Je crois qu'il y a quelque chose d'assez vrai là-dedans, c'est-à-dire cette idée que quand il y a une réactivité avec une solidarité, au moins au début en tout cas, la communauté hospitalière sait réagir. Le deuxième point, c'est que dans ce constat général, c'est que finalement ce qui ressort, c'est que c'est plus un débat de comportement qu'un débat de structure. C'est-à-dire que ce n'est pas la question de savoir s'il faut transformer les ARS, s'il faut modifier la DGOS, le rapport médecin, directeur d'hôpital, président de CME, etc. C'est plutôt des comportements. Ce qui nous a beaucoup frappé, notamment, c'est que vous avez des ARS, notamment l'ARS Île-de-France, où il y a eu des gens très reconnus par les acteurs de terrain, unanimement, et dans la même ARS, des gens beaucoup moins reconnus. Et donc ça pose la question plutôt de ces comportements à tous les échelons. C'est une question importante parce que je voudrais en finir par là. C'est évidemment la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut capitaliser pour le futur ? Moi, je pense que le pilotage de l'incertitude dans le futur, bon, tout le monde l'annonce comme quelque chose de certain, d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'incertitude, on va la vivre. Il va y avoir d'autres menaces. Je pense qu'il faut être très prudent sur la prédiction. Ça a été dit par beaucoup de gens. On ne sait pas, en fait. Mais on va avoir d'autres menaces. Ce qui est très frappant à l'heure actuelle, c'est que le régime d'incertitude, au-delà de la crise Covid, existe déjà dans les hôpitaux. C'est-à-dire que, par exemple, votre collègue Charles Guéprat à Nice nous a dit, sur les 3 dernières années, il a eu une attaque terroriste, les inondations de l'arrière-pays, vous êtes bien placé pour pouvoir en parler, de l'arrière-pays niçois, puis la crise Covid. Donc c'est un système de crise permanent, en fait. Le régime normal dans un hôpital à l'heure actuelle, c'est l'incertitude aussi. C'est beaucoup de connexions, de parcours avec la ville, où on n'est pas très au clair là-dessus. Donc l'incertitude est certaine. Ce pilotage est nécessaire. Alors la question, c'est de savoir comment on s'y prend. Ce que nous disent un petit peu ces propos précédents, et puis un peu la littérature sur le sujet, c'est qu'à nouveau,
L'erreur serait de créer des structures et des agences trop spécialisées. On sortira peut-être de la crise Covid avec 3 milliards de masques et une cyberattaque 6 mois plus tard, où on dénoncera la fragilité des systèmes d'information hospitaliers. Donc la question, c'est plutôt de miser sur les réflexes que la génération Covid a réussi à acquérir et d'essayer de cultiver donc ce management de l'enquête et des pragmatistes, ce management inclusif et ce management de la résilience. Je terminerai, si tu me permets, par 2 points. Je pense ça fait 3 fois que tu dis que tu vas terminer. Oui, bah, chacun ses tics de rhétorique. Tu me connais, tu me connais. Mais je te promets, il n'y a que 2 points. Je voudrais insister sur 2 points qui me paraissent quand même assez importants. Le premier, c'est sur le sujet des hiérarchies. Puisqu'on parle de problèmes de refonte, quelque part, des hiérarchies, je ne suis pas le seul à en parler à l'heure actuelle dans le système, que ce soit entre la proximité, les services et le pouvoir qui serait délégué au niveau des services et des départements par rapport aux directions, des directions et l'autonomie par rapport aux ARS, etc. Alors, il y a eu des thèses qui sont sorties ces derniers temps, par exemple autour de l'entreprise libérée, c'est-à-dire qu'on laisse le pouvoir aux médecins et d'une certaine façon, ils ont démontré pendant la crise que c'est quelque chose qui a bien marché et donc c'est quelque chose qu'on peut reprendre dans le régime normal. Je ne crois pas que ça puisse marcher parce qu'on oublie complètement que la hiérarchie en intérêt, c'est de la régulation des conflits. Et l'homme est bon, mais il est souvent aussi bon de le contrôler et de vérifier, de réguler. Donc de ce point de vue-là, je serai assez méfiant sur ce sujet. Par contre, il y a certainement à développer de nouveaux modèles sur ces rapports hiérarchiques, avec les questions de l'autonomie et la délégation, les questions de l'accompagnement. Beaucoup de responsables hospitaliers nous ont expliqué en fait la frustration de contacter par exemple une ARS et de ne pas avoir de réponse. Tout simplement, c'est-à-dire qu'ils avaient une initiative locale et personne ne leur répondait. Donc ça, c'est de l'accompagnement pour avoir du régime dérogatoire, pour essayer d'aider quand il y a l'initiative locale. Et puis probablement de l'association dans la décision collective, c'est-à-dire de savoir comment l'échelon inférieur à chaque fois participe aux décisions stratégiques. Je terminerai en disant que le dernier point, et je te promets que c'est vraiment le dernier, c'est que tous ces aspects, sans surprise pour nous, c'est des aspects de management. Il y a vraiment une question de management par rapport à ça. Il y a certainement il y a des initiatives qu'on voit dans différents hôpitaux. Je sais que vous en faites tous les uns et les autres dans les CHU. Mais il y a sans doute à progresser par rapport à ça, sur avoir une vraie stratégie sur le management, à la fois sur les outils de terrain, de proximité, sur la formation au management, et je dirais à tous les niveaux, parce qu'on pense aux médecins. Moi, je suis médecin de formation, je n'ai pas eu 1 heure de management. Mais les infirmières, les directeurs d'hôpitaux sur ce management de proximité, les ARS aussi sur le management public et le management inclusif, les formes de recrutement aussi. Il y a le cliché du professeur qui est nommé sur titre des travaux, mais qui n'a peut-être pas les qualités managériales pour coordonner une équipe. Je terminerai en disant que c'est peut-être une question aussi de compréhension du management qui est assez, je trouve, confuse encore à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ces dernières années, il y a eu une musique sur le management égale l'entreprise, la rentabilité, la T2A, le contrôle des coûts, alors que ce n'est pas du tout ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est le management que j'ai essayé de vous décrire. C'est un management qui va permettre au système de progresser face à de nouvelles menaces, qui va permettre d'être plus résilient, parce que le soutien psychologique pour l'attractivité des métiers, ça aussi a un impact certainement très positif, et un management inclusif où il y a plus de coopération et on pourra travailler ensemble. Merci. Merci beaucoup Étienne Mainvielle. Le management, effectivement, ça n'est pas les finances, et c'est quelque chose qu'il faut rappeler. C'est aussi le management humain, relationnel, c'est la construction du collectif. Par exemple, le management. Et on peut se dire qu'on a besoin d'y être formé toute sa vie. Un des intervenants tout à l'heure disait un sportif de haut niveau accepte d'avoir un coach pour lui dire comment il doit placer sa main. Et nous qui décidons ne trouvons jamais vraiment naturel d'avoir un coach pour venir nous dire au quotidien est-ce que cette attitude-là est la bonne? Est-ce que cette manière de faire est la bonne ou pas? Comment est-ce qu'on peut l'optimiser? On se disait que quelquefois, dans les situations de conflit qui durent 20 ans, finalement, on pourrait investir dans du coaching mutuel et peut-être que ce serait une manière de revenir au management de la situation.
Je crois que nous n'avons pas le temps d'autres commentaires, mais je laisserai à Sylvia le rôle de conclure. Merci Étienne Mainviel, c'est vous qui avez conclu, et merci beaucoup d'avoir, dans le mot management et dans ce que vous avez dit de cette résilience, en fait, c'est de conclure sur les ressources humaines de nos établissements, leur valorisation, leur reconnaissance et le fait que le management doit rendre attractifs nos CHU. Et je pense que la prochaine décennie et qu'une des conclusions d'agir dans un monde d'incertitude, et le sous-titre, c'est un défi pour les CHU. Et le défi, vraiment, c'est de garder les meilleurs et de garder nos ressources humaines. Merci.